Bon, welcome to Utopia 1313. Bienvenue à Utopia 1313. Welcome to Laetitia Ries et Étienne Balibar. Et bienvenue tous à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Nous allons tenir ce séminaire en français, mais je commence avec une courte introduction pour nos auditeurs en anglais. Okay? So I'm going to begin with a short introduction in English before going into French. The seminar will be conducted in French, and eventually we will have subtitles, English subtitles, on the recording. Not today, and so we won't be using any of the subtitling today because we'll be speaking in French, but we'll add that later. So I'll give a short introduction in English, and then I'll go to French. The relationship between utopian thought and history is a topic that we have broached throughout this seminar on Utopia 1313. It's a theme we discussed last week in Berlin with Rahel Yagi and Martin Zarr, drawing especially on Ernst Bloch's observation about the transformation from a spatial to a temporal notion of utopia in the 18th and 19th century. And we've been discussing history at several levels. One at the level of the philosophy of history, within which a critical theory of utopia is embedded. And then, of course, also just the relationship to history tout court, to the past and the future. The questions of the philosophy of history, of course, intersect, and they are very important when one is dealing with a critical theory of utopia. But the issue of history itself is also foundational. And of course, it's not an accident that we titled this seminar, Utopia 1313, A History of the Future. I'll come back to that later on during the seminar, I think. But with Laetitia Ries's article, To Utopize the Present, we address head-on the second question, the more fundamental question about the very temporal nature of modern understandings of utopia. In her detailed analysis that spans 7 centuries and takes us from Thomas More to contemporary thinkers like Frederick Jameson, Miguel Abensour, Jean-Paul Anguille-Libert, and current forms of apocalyptic fiction, Laetitia Ries recounts the centuries-long history of writing on utopia and the transformation of its relationship to the past, to the present, and to the future. And the problem that she identifies is that we still live with a very historicist understanding of utopia. And she views that as a problem in part because of its tendency, or the tendency of history, to overshadow, as it were, to subordinate utopia, particularly during times of apocalyptic thinking such as ours, times of global climate crisis promising the end of history. And so in opposition to a historicized view of utopia, Laetitia Ries proposes to anchor utopian thought in the present. That alone, she argues, will allow utopian thought to, as she says, participate in making the present sensitive to its historicity, revealing it to be the result of a contingent social practice, and in making it consequently available as a place for political intervention. The task then, according to Laetitia Ries, is to liberate utopian thought from the grip of the future in order to focus us back on transforming the present. Now, so it's a delight to have Laetitia Ries with us today to present her thesis, and also to have Étienne Balibar back with us. Étienne Balibar opened our seminar series on Utopia 1313 with an extraordinary paper, an intervention, as you recall, called Uncovering Lines of Escape towards a Concept of Concrete Utopia in the Age of Catastrophes. And that foundation, Étienne Balibar's foundation, really helped us think through concrete utopias this year. And so it's almost, we're not at the bookend,
because we have a few more sessions. But nevertheless, it's nice to come back to Etienne Balibar to get his reactions and thoughts on Laetitia Rees's proposal. Okay. Again, as I said, we're going to proceed in French, but we will be putting on subtitles on the recording later. Bon, bienvenue donc à Utopia 1313, et je suis ravi de vous accueillir. On va se lancer directement dans votre présentation, Laetitia Ries. Bienvenue de retour à l'EHESS. Vous êtes ancien élève de l'EHESS, diplômé d'un master en théorie de la littérature. C'était un master, il y a combien d'années de ça vous avez fait ça? C'est en 4 ans? Il y a 4 ans, 3 ans, ouais. Et vous êtes aujourd'hui doctorante en philosophie à l'université de Namur et en sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où vous travaillez sur l'élaboration d'une théorie matérialiste de l'utopie. Et en parallèle, vous avez un autre projet utopique qui est la rédaction de Le Vent se lève, un journal, un média, un forum que vous avez fondé en 2016 et qui publie chaque jour un article d'analyse critique de l'actualité politique et qui ambitionne de réfléchir l'horizon stratégique des luttes émancipatrices. Alors bienvenue Laetitia Ries et bienvenue de retour, cher Etienne Balibar. Vous connaissez, tout le monde connaît professeur Balibar, philosophe, professeur à Columbia University, aussi professeur émérite de l'Université de Paris-Nanterre et affilié à l'Université de Californie à Irvine et l'Université Kingston de Londres. Pardon, pas tout ça en même temps, mais oui, à des époques différentes, et tout le monde s'attache à vous. Auteur de nombreux livres, grand ami des séminaires 13-13, qui encore une fois avait ouvert notre séminaire avec des réflexions sur les utopies concrètes. Donc, Laetitia Ries, c'est à vous, commencez, et puis ensuite on passera le bâton à Etienne Balibar. Merci beaucoup. Merci à vous pour... Il y a 2 micros, c'est bon. 2 micros. Magnifique. Je recommence. Merci à vous pour votre accueil et je suis ravie d'être ici. Je suis ravie de pouvoir présenter cet article que j'ai envoyé à Bernard un peu comme une bouteille à la mer en lui disant tiens, ça pourrait être intéressant. Donc je n'imaginais pas que ce simple envoi finirait dans une séance aujourd'hui et j'en suis très heureuse puisqu'effectivement c'est ce sur quoi je travaille pour ma thèse actuellement et c'est une occasion de mettre à l'épreuve ce que je suis en train de faire et de voir si ça résonne auprès de vous et de savoir ce que M. Balibar aura à en dire pour la suite. Donc avant de commencer, je tiens encore une fois à remercier chaleureusement le professeur Bernard Harcourt de m'avoir invité à présenter mes recherches dans ce séminaire, M. Balibar d'avoir accepté d'échanger autour des premiers résultats de ce travail et Fondachaine qui a traduit l'article, qui a notamment donné son titre à cette séance et c'était aussi une grande chance d'avoir cet article traduit en anglais. Je suis vraiment encore une fois honorée d'être là et j'espère que les hypothèses dont je formulerai ce soir seront à la hauteur des questions que l'histoire met à l'ordre du jour pour reprendre une affirmation et une expression qui circulent parmi les philosophes et les écrivains de notre temps. Quand j'ai débuté ma thèse en 2020, mon projet s'intitulait « La promesse utopique à l'heure des temps de la fin ». Vous entendez, ça sonne un peu comme une prophétie d'apocalypse, mais j'essaierai d'y revenir et de vous montrer pourquoi peut-être que ce n'était pas si déraisonnable, en écho à l'héritage du philosophe Günther Anders et se proposer d'interroger la supposée obsolescence de l'utopie à l'heure où notre époque est catastrophique et catastrophée. Et quelques années plus tard, donc même 3 ans plus tard, mes préoccupations, elles restent inchangées, à ceci près que j'ai compris peut-être les solutions de facilité qu'il convenait d'éviter. La première, elle consiste à souscrire sans réserve à ce qu'on appelle les discours de la fin, ce que Derrida a appelé les discours de la fin, et à fabriquer un concept d'utopie qui, finalement, ne ferait que correspondre à ces prophéties historiques. Et vous voyez, au fond, on chercherait une utopie qui puisse rentrer dans cet horizon un peu triste qui est le nôtre, ce contre quoi j'essaye de travailler. Et la seconde alternative, qui est tout à fait différente, mais néanmoins tout aussi problématique à mes yeux, est celle qui consiste à négliger la spécificité des pratiques utopiques et du geste utopique. Vous voyez, parfois on utilise un peu par abus le langage utopie pour désigner tout et n'importe quoi, et finalement on est prêt à rendre équivalent toutes les formes d'alternatives dans l'espoir d'y trouver les germes de la société future.
Donc ces deux positions qu'on pourrait décrire finalement comme une position pessimiste et une position optimiste témoignent en fait d'une même incapacité à penser le présent de l'utopie. Et vous voyez, ça fait directement écho à utopier le présent. Et donc les pessimistes, en fait, ils l'imaginent depuis les illusions du passé, donc en fait, essayons de faire comme avant, prenons les philosophies de l'histoire et essayons de rentrer l'utopie dedans. Tandis que les optimistes, ils essayent de la jeter dans les bras du futur. Regardez toutes ces alternatives incroyables qui existent aujourd'hui, ce sera le monde d'après. Mais du coup, encore une fois, dans cette affaire, on perd le présent. Et tous deux sont également aussi des modernes, finalement, qui s'ignorent, puisqu'ils sont tributaires d'une conception qui, disons, présuppose la continuité entre l'histoire et l'utopie, et qui subordonne, comme vous l'avez dit Bernard, cette exigence, l'utopie aux exigences de l'histoire. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que ces manières de poser les problèmes sont en retard de 2 siècles. Et c'est ce que dit Günther Anders dans un passage que j'aime beaucoup, où il nous dit « Nous sommes toujours ce que nous avons cru hier. Nous posons nos problèmes en retard avec les mots qui ne sont plus vraiment appropriés à ce qu'on fait. » Et ça m'intéresse beaucoup justement dans mon travail de thèse. Et vous comprenez pourquoi il m'importe donc de prendre une approche différente et donc d'essayer de sortir de l'historicisation de l'utopie pour aller vers sa politisation. Et c'est ça qui sera au cœur de mon intervention et qui, en fait, je crois, est exactement ce qui a été défendu ici dans ce séminaire. Et je pense notamment à l'utopisme concret de Gary Wilder, qui, à mon avis, est exactement ça, à savoir comment on pense la question du point de vue politique, comment on la politise et pas comment on la pense depuis des questions historiques. Et cette manière de politiser l'utopie, de faire primer la politique sur l'histoire, n'est pas sans rappeler ce que Walter Benjamin préconise dans le livre des passages afin d'échapper à ce qu'il appelle les pièges de l'historicisme. Vous voyez, cette manière aussi, finalement, d'attendre que les choses se fassent. Et finalement, c'est une critique des progressismes qui estiment que le meilleur va arriver sans qu'on y soit pour rien. Et donc, dans le livre des passages, il écrit ceci. « L'autrefois doit devenir renversement dialectique et irruption de la conscience éveillée. La politique prime désormais l'histoire. Les faits deviennent quelque chose qui vient seulement de nous frapper à l'instant même et les établir est l'affaire de ressouvenir. » Derrière cette langue très imagée de Benjamin se joue, à mon avis, quelque chose qui permet d'éclairer la méthode, finalement, avec laquelle j'ai été amenée à penser qu'on pouvait utopier le présent en solidarité avec les rêveurs des Lumières. Finalement, quand je suis tombée sur ce verbe qui existe, en fait, et qui a été utilisé pendant le siècle des Lumières, je me suis dit, il y a quelque chose à récupérer dans ce passé. Il y a quelque chose à sauver maintenant pour essayer de relire la tradition utopique et essayer de comprendre ce qui se joue pour nous depuis finalement ce verbe qui est tombé en désuétude. Et donc j'ai estimé qu'il n'était pas déraisonnable de raviver cette forme verbale qui est aussi, vous l'entendez, une forme active pour problématiser les rapports entre histoire, utopie et politique. Vous me direz dans la discussion si c'était déraisonnable ou pas, mais pour l'instant je crois que ça l'est. Donc les réflexions que j'ai développées dans mon article ont mûri depuis le printemps 2021 et tiennent aujourd'hui, je crois, à 3 propositions que je vais essayer de défendre. Et vous verrez, normalement, elles sont vraiment dans la continuité de ce que je présente dans l'article. Donc la première consiste à dire que notre conjoncture historique, donc le moment que nous sommes en train de vivre, est caractérisé par l'érosion des philosophies de l'histoire moderne et réclame donc une relecture critique de la tradition utopique. Nous devons relire cette tradition maintenant que les philosophies de l'histoire ne sont plus là pour voiler l'horizon, si je devais le dire comme ça. La deuxième proposition consistera à dire que l'histoire de l'utopie jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de son travestissement. C'est une proposition assez normative, j'en suis consciente, mais je vais essayer de m'en défendre aussi. Et je vais vous montrer comment je crois qu'on a été trompé sur la fonction historique des utopies et sur le verbe qu'on devait associer aux utopies. À savoir, est-ce qu'on doit associer la question de l'action, est-ce qu'on doit agir, ou est-ce qu'on doit associer le verbe espérer aux utopies. Et espérer. Et je vous montrerai comment je crois qu'avec Thomas More, on avait un geste utopique qui se résumait à, disons, manifester un humanisme assez radical, de dire nous sommes sur Terre, nous devons faire quelque chose au présent et nous sommes des hommes. Et que nous, aujourd'hui, quand on pense à l'utopie spontanément, on se retrouve avec les utopistes sont des rêveurs qui pensent au paradis, donc le ciel. Les utopistes nous parlent d'avenir qui ne va pas se réaliser, donc le futur. Pardon. Et les utopistes, finalement, attendent que l'histoire se réalise ou ce serait la fin de l'histoire. Donc ce sera cette deuxième proposition que je vais essayer de défendre pour vous montrer comment on a commencé avec la question de l'action et qu'on a fini avec la question de l'espérance.
Et la troisième chose que je développerai donc en lien avec cette relecture de l'histoire de l'utopie, c'est de vous montrer que, à mon sens, les expériences utopiques, si on veut les comprendre, elles abritent un principe action plutôt qu'un principe espérance, et qu'elles sont non pas l'une des destinations de l'histoire, mais l'une des conditions de la politique qui peut produire de l'histoire. Et tout ça m'amènera donc à vous présenter cette polémique qu'il y a eu entre Günther Anders et Bloch, où globalement tous les deux se disputent sur savoir s'il faut espérer ou non. Et je crois que ce dialogue est toujours d'actualité. En tout cas, si les utopies utopient le présent, ce que ça veut dire, en termes de définition pour commencer aujourd'hui, ça veut dire qu'elles essayent de conjurer notre attentisme historique et qu'elles le rendent dès maintenant possible et souhaitable. Et j'insiste sur le souhaitable, vous verrez pourquoi après, la politique. Donc première proposition que je vais essayer de défendre, comme je vous l'ai dit, notre conjoncture historique réclame cette relecture critique de la tradition utopique. Je m'introduirai d'abord en m'arrêtant sur ce premier syntagme, notre conjoncture historique. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Et dans une courte conférence qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie ?», Étienne Bernbenet défend comment, une fois dans sa vie, un philosophe devrait affronter cette tâche nietzschéenne, reprise un siècle plus tard par Foucault, de diagnostiquer au sens quasi médical son époque, et qu'il devait répondre à la question « Quel est ce présent qui est le nôtre, à nous tous, aujourd'hui ?» Et je crois qu'en tant que théoricien critique, ce n'est pas seulement une tâche ponctuelle, ce n'est pas ce qu'on doit le faire une fois dans sa vie, mais c'est une tâche permanente qui nous est confiée, pour essayer de faire face à l'épreuve des circonstances historiques et de ne jamais se laisser avoir par l'histoire. Et au fil des séances du séminaire, je crois que vous avez justement enrichi et établi ce diagnostic. Au début, Bernard, vous avez présenté l'idée selon laquelle on vivrait dans un présent dystopique, qu'on serait finalement dans un moment où nombre d'entre nous se sentiraient impuissants, qu'on serait entouré de ce qu'on appelle parfois par abus de langage des dystopies ou des apocalypses. Vous avez aussi montré comment le discours de gauche ou le discours émancipateur est travaillé par une forme de pessimisme ou de réalisme, c'est ce que Gary Wilder a montré notamment, et en même temps ce sentiment qu'on n'est pas forcément capable de saisir des alternatives qui sont parfois sous nos yeux. Et c'est justement celles que, je crois, ont été mises en avant ici. Elles sont là, et comment on doit les aborder, comment on doit les comprendre, et qu'est-ce qu'elles nous disent de ce qu'on est en train de vivre. Et je crois que ce diagnostic inquiet est effectivement à la hauteur de l'époque, et qu'il n'est pas aussi étranger à certains discours qui accompagnaient l'entrée dans le XXIe siècle, à savoir tous ces discours de fin de l'histoire, de fin des récits, de fin du progrès. Enfin, je crois que dans cette salle, on a tous à peu près le même âge, et qu'on a grandi dans cette idée qu'on était arrivé trop tard, c'était la fin de l'histoire, et puis après on a dit non mais c'est pas vraiment la fin, il se passe des choses, pardon. Et donc voilà, c'est un peu le contexte dans lequel on a globalement tous grandi, donc c'est la fin mais c'est pas la fin. Vous voyez, c'est déjà problématique comme affaire. Et donc voilà, et force est de constater qu'elles ont fait époque et qu'elles ont marqué une génération, la nôtre, et peut-être la vôtre aussi, de manière différente, et qu'elles résonnent d'autant plus avec notre actualité quotidienne, où en fait on se retrouve avec vous voyez, des sonnettes d'alarme, des avertissements d'incendie, on a le sentiment qu'il faudrait faire des choses, mais personne ne réagit, ou du moins pas suffisamment. Je crois que ça caractérise effectivement le moment qu'on est en train de vivre, et donc c'est pas un hasard non plus si souvent, pour qualifier le nouvel esprit du temps, on récupère cette formule qui est attribuée à Frederick Jameson, mais qui en fait a circulé parmi différents penseurs contemporains, que vous avez dû déjà entendre. Donc il est désormais plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Je laisse de côté pour l'instant la question de savoir si ces diagnostics, à la fois sur le fond et sur la forme, sont pertinents ou non. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de comprendre comment cette nouvelle ère des catastrophes, appelons-la comme ça, dans laquelle nous entrons, ainsi que la crise philosophico-politique qui frappe la pensée émancipatrice, affecte l'utopie et le travail de réflexion que nous devons mener à son sujet. Et dans votre lecture inaugurale, M. Balibar, vous avez suggéré, je crois, une réponse à laquelle je souscris, et en même temps, je ne suis pas sûre de pleinement souscrire, et ce sera l'occasion d'engager un dialogue sur cette question. Donc je relis le passage de l'intervention de Balibar qui, je crois, répondait directement à cette question. Donc vous écriviez, M. Balibar, « La première proposition que je défends est la suivante. Notre point de départ doit être le fait que, si du côté de ces présupposés les plus abstraits, en particulier la phénoménologie du temps et le concept d'histoire hérité de la modernité sur lesquels elle se fonde, la catégorie d'utopie apparaît de plus en plus fragile ou déstabilisée, de l'autre côté, il ne fait aucun doute que les utopies existent, plus que jamais, sous une forme pratique, ou qu'elles sont mises en œuvre sur le terrain, sous des formes très diverses. » Et
comme je vous le dis, je suis à la fois d'accord et en même temps, je m'inquiète pour une raison stratégique, puisque j'ai le sentiment que quand on dit ça, en tout cas quand moi je lis ça aujourd'hui et quand j'en discute aussi avec des amis qui essayent de réfléchir à la transformation du monde, on a le sentiment que finalement la catégorie d'utopie c'est autre chose que les pratiques utopiques et que finalement on aurait des sortes d'utopies d'après le progrès. Vous voyez que nos utopies ce serait un peu ce qu'on a après les grandes utopies, après les grandes espérances. Au fond, on laisse de côté les grandes catégories et on fait avec ce qu'on a. Donc j'entends à la fois pourquoi ça peut être tout à fait intéressant, mais j'entends aussi comment ça peut être mobilisé contre nous. Vous voyez cette idée que bon bah voilà, maintenant que c'est la fin des grandes utopies, vous avez des petites utopies. Alors en fait, il n'est pas question de grandes ou de petites, il est question d'utopie qu'il faut comprendre. Et donc, moi, je crois que c'est le travail inverse que nous devons engager et nous devons démontrer que les utopies, elles n'ont rien perdu, mais qu'au contraire, elles sont en train de tout gagner en échappant enfin à la tutelle des philosophies de l'histoire. Et c'est pourquoi je défends l'idée que l'obsolescence d'un certain progressisme, qui a pu avoir des effets tout à fait bénéfiques, mais qui aujourd'hui, effectivement, est jugé obsolète, et la limitation de nos horizons historiques constitue une occasion unique de renouer avec la puissance émancipatrice des utopies qui ne saurait être réduite, et je le redirai, je crois souvent, à leur capacité à produire des projections plus ou moins fantasques du monde à venir. Et l'obscurité de notre temps nous oblige à identifier avec plus de lucidité quelles sont les pratiques qui éclairent notre présent et nous permettent de s'y repérer, d'y penser et d'y agir. Et je crois encore une fois que l'organisation de ce séminaire en est la preuve. Ce n'est pas un hasard que nous nous retrouvions à enquêter sur les utopies concrètes et que tout d'un coup, on constate une renaissance de l'utopisme. Et donc, il m'apparaît indispensable d'envisager ce nouvel âge de l'utopie, non pas comme un moment de renouveau radical, encore une fois, où nous devrions, disons, régler nos comptes avec un certain héritage utopique en disant nous, on fait des utopies vraiment réelles contre les fausses utopies pas réelles. Ça, je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais qu'au contraire, nous devons nous saisir de cette chance pour rendre philosophiquement justice aux utopies. Car nous devons bien l'admettre, jusqu'à présent, les philosophes critiques n'ont pas été très tendres à l'égard des pratiques utopiques, à commencer par Marx lui-même, pour de bonnes et de mauvaises raisons. C'est, encore une fois, c'est pas l'enjeu aujourd'hui de discuter de l'anti-utopisme de ces penseurs, mais néanmoins, ils ont contribué à en donner une mauvaise image et peut-être à forger des présupposés avec lesquels on se débat encore aujourd'hui. Et finalement, ils estimaient que les utopies, elles étaient en dehors de l'histoire. Et finalement, Marx, il était anti-utopiste parce qu'il y avait une dimension où il s'agissait de dire elles sont en retard ou en avance, elles espèrent un monde meilleur, mais en fait, les forces matérielles ne sont pas disponibles pour le réaliser. Enfin, c'était l'enjeu. Et ironie du sort, néanmoins, c'est que ces penseurs qui n'ont pas été très tendres avec les pratiques utopiques, ce sont eux, néanmoins, qui lui ont donné une existence philosophique. Ce sont eux qui ont fait exister philosophiquement la question de l'utopie de manière aussi nette, en tout cas, et de manière aussi polémique. Et cette question, jusque-là, en fait, elle était plutôt affaire d'écrivains qui s'étaient bien gardés de théoriser leurs actions. Simplement, ils écrivaient des utopies ou ils faisaient des utopies. Et donc, les questions qui, à mon sens, nous sont reposées aujourd'hui sont les suivantes. Dès lors que les philosophies de l'histoire sont jugées obsolètes, ne doit-on pas reconsidérer les interprétations qu'elles ont contribué à naturaliser ? Historique, non historique, réel, irréel, abstrait, concret. Vous voyez, ces divisions qu'on a parfois à l'esprit quand on pense aux utopies. Ne doit-on pas peut-être déconstruire au sens déridien du mot ? Ça, c'est une de mes grandes questions ici. Pourquoi Derrida n'a pas déconstruit le concept d'utopie et qu'il l'a lui aussi laissé de côté ? Ou en tout cas qu'il l'a jugé justement... Derrida. Ah, pardon. Je suis sourd, vous savez, c'est mon Pardon. problème. Allez-y. Oui, donc voilà, grande question de pourquoi effectivement Derrida n'a pas été travaillé ce concept d'utopie, ou seulement à la marge, ou pour en tout cas, à nouveau aussi pour ne pas en dire beaucoup de Il bien. s'en est même démarqué de façon tout à fait explicite Et de manière assez radicale. Il y a plusieurs passages dans lesquels il dit que tout sauf l'utopie. Que ce qu'il cherche à définir est tout sauf utopique. Donc, allez-y. Pardon. Non, mais aucun problème. Je pense que c'est tout l'enjeu. Moi, j'ai commencé en lisant ce tout sauf utopique et je me suis dit, ça ne va pas du tout, ce tout sauf utopique. On doit en faire quelque chose. Et donc, oui. 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 Ça marche ? Ça marche. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux du coup pour vous. Pardon, vous auriez dû me dire ça plus tôt.
Donc je me disais, voilà, est-ce qu'on doit déconstruire ou pas déconstruire Ça, c'était une question lancée aussi vraiment comme vraie question. Et ça, pour le coup, question peut-être moins massive, mais tout aussi importante à mes yeux, ne doit-on pas s'assurer que les pratiques utopiques dont nous prétendons parler aujourd'hui, et je crois, c'est à nouveau celles qui nous intéressent, sont adéquatement conceptualisées, que ce qu'on est en train de dire sur elles, ça correspond à ce qu'elles sont en train de faire, et pas à ce qu'on est en train d'imaginer qu'elles sont en train de faire. Et donc cette série d'interrogations, elle constitue en fait la toile de fond de l'article que j'ai rédigé, et c'est pourquoi j'ai suggéré le terme d'utopie. En fait, c'était une manière d'essayer de conceptualiser ce que font les utopistes, qui n'ont jamais été des rêveurs chimériques comme on le dit parfois, mais bien des faiseurs du présent. Des gens qui fabriquaient, qui utopiaient le présent et qui étaient en quête d'un avenir à réouvrir, mais pas d'un avenir, vous voyez, à imaginer et à projeter, mais d'un avenir à commencer dès aujourd'hui. Et j'en tiens pour preuve une éloquente déclaration d'Auguste Blanqui, qui, vous le savez, a été un acharné de la Révolution et qui a été enfermé de multiples fois pour tentative de sédition, et qui, je crois, donc, ne peut pas être accusé d'être un grand rêveur ou un non-faiseur, pour le dire comme ça, et qui répond donc à l'occasion d'un de ses multiples procès, le 31 mars 1849, donc on n'est pas très loin de la même date, il répond ceci. Il n'y a point d'utopiste dans l'acception outrée du mot. Il y a des penseurs qui rêvent une société plus fraternelle et cherchent à déconstruire leur terre promise dans les brumes mouvantes de l'horizon. Mais l'insensé, qui voudrait s'élancer d'un bond vers le point inconnu, se précipiterait dans le vide. Donc vous avez quand même là une belle manière de reconsidérer ceux qui se disent utopistes dans l'acception non outrée du mot. Vous voyez, les utopistes, ce ne sont pas ceux qui s'élancent d'un bond de manière déraisonnable vers l'avenir, ce sont ceux qui cherchent leur terre promise dans les brumes mouvantes de l'horizon. C'est quand même une déclaration qui, justement, nous invite à comprendre la nature de ce rapport à l'avenir, qui n'est pas justement un rapport de projection et d'un seul bond linéaire vers le futur, mais d'essayer de faire tant bien que mal pour trouver ce qui peut-être sera notre avenir. Et donc j'aurais tendance à dire de manière un peu provocante que les seuls insensés dont nous sommes les héritiers aujourd'hui sont en réalité ceux qui ont confondu utopie et progrès. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans l'article, et dont les descendants actuels répètent à qui veut l'entendre que nous vivons la fin des utopies. En fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on vit la fin du progrès, encore une fois. Et ce diagnostic, je crois justement que nous devons être capables de savoir comment il s'est construit pour justement ne pas reproduire ce type de discours sur la fin des utopies et être capable de redécouvrir l'utopisme, disons, vierge presque, comme si on n'avait jamais su ce que c'était l'utopie. C'est finalement ça, je crois, que je fais dans mon travail de thèse, c'est me demander ce qu'est l'utopie sans que personne ne m'en ait jamais parlé. Et en ayant essayé de faire ça, j'ai été de plus en plus surprise par ce que je trouvais. Et j'ai le sentiment que, comme je vous l'ai dit, ce sera ma deuxième proposition, l'histoire de l'utopie jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de son travestissement. Je crois donc qu'il faut réécrire cette histoire. Et comme vous le savez peut-être, parmi les spécialistes et les représentants de la philosophie critique et émancipatrice, il n'y a pas de consensus à propos de la naissance de l'utopie. Ce sont deux Thomas M, d'ailleurs c'est assez drôle pour l'ironie de l'histoire, qui se disputent la parenté de l'utopie. Est-ce que c'est Thomas More, qui est un savant humaniste et à qui l'on doit l'invention du mot utopie et du récit du même nom en 1516, ou est-ce que c'est Thomas Müntzer, le théologien de la Révolution, qui soulève les masses paysannes dans le Saint-Empire romain germanique au XVIe siècle, et c'est notamment plutôt le choix que fait Bloch ou que fait Mannheim, par exemple. Et donc cette passionnante controverse illustre, à mon avis, de nombreuses difficultés que je m'essaie à clarifier dans mon travail de thèse et qui finalement sont en jeu quand on parle d'utopie, à savoir si on fait commencer l'utopie avec More ou avec Müntzer, ça déplace radicalement la manière de penser la question de l'utopie. Et si je n'ai pas prétention à solder cette longue controverse aujourd'hui, je vais néanmoins tâcher de vous livrer la position que j'ai, je crois, aujourd'hui à ce sujet. Et je pense que c'est bien Thomas More que nous devons considérer comme le premier utopiste, non pas seulement parce qu'il invente le néologisme en tant que tel, mais parce qu'il singularise ce qu'est le geste utopique et il en formalise la méthode dont Frederick Jameson a rendu de belles analyses dans ce texte qui s'appelle Archéologie du futur et qui, justement, voilà, que je pourrais faire circuler après si jamais ça vous intéresse.
Ce qui donc singularise ce geste, c'est qu'à mon avis, il porte une forme d'humanisme assez radicale. C'est-à-dire que les utopistes, l'utopie de Thomas More nous dit nous allons établir la primauté de la cité terrestre sur la cité céleste et nous allons bouleverser l'ordre des choses puisque tout d'un coup, ce qui va être possible, c'est que l'autre monde puisse être de ce monde. Pas le monde d'après, pas l'au-delà, pas le paradis, mais maintenant, cet autre monde déjà possible aujourd'hui. Et pour vous en convaincre, le dispositif géographique imaginé par Thomas More, il en témoigne quand on y réfléchit. C'est bien l'ailleurs, plutôt que l'au-delà, qui compte pour réformer l'ordre des choses. C'est bien ce qu'on va découvrir sur Terre qui va déterminer l'ordre des possibles. C'est bien les hommes plutôt que les dieux qui, tout d'un coup, sont réputés capables de connaître le lieu du bon. Et d'ailleurs, dans une édition de l'Utopie de Thomas More qui date de 1518, Thomas More avait barré Utopia et a mis Utopia. Donc c'était une manière aussi de dire que la définition était tangente entre cette île lointaine et ce lieu du bon. Et donc de ce point de vue, je crois que l'utopisme est ce qu'on pourrait presque appeler une sorte d'agent de la sécularisation, en tout cas dans la manière de se représenter l'autre monde, puisqu'il entend substituer le désir d'un monde meilleur à l'attente du monde d'après. Et d'ailleurs, pour à nouveau vous en convaincre, les théologiens chrétiens de l'époque n'ont pas manqué de comprendre ce qu'il se jouait dans ce texte et de condamner l'utopie de Thomas More et de fabriquer en réponse de nombreuses anti-utopies qui mettaient en scène, je vous laisse imaginer quoi, des enfers sur Terre. Comme par hasard, les anti-utopies mettent en scène des enfers sur Terre pour nous dire attention, si vous voulez être des hommes et réaliser le paradis ici-bas, ça va mal se passer. Donc on a bien là le premier geste de l'anti-utopisme qui fabrique son genre, qui est l'anti-utopie aussi, et qui indique qu'on comprend très bien, peut-être, à l'époque, ce qui est en train de se jouer. Et la violence de leur contre-attaque montre bien, à nouveau, que l'utopie de Thomas More, ce n'est pas un gentil récit qu'on lirait tranquillement à ses enfants le soir pour s'endormir. C'est-à-dire que ça a motivé de très longues querelles et de très longues contre-attaques pour condamner définitivement ce geste utopique. Et c'est que, en effet, il y a quelque chose de radical dans le geste de Thomas More, et je fais l'hypothèse que par-delà le renversement des ordres de cité terrestre, cité céleste, qui était déjà quand même hautement problématique et sacrilège aux yeux de beaucoup, la fonction de l'utopisme, en fait, c'est de lutter contre ce que je propose d'appeler l'aliénation eschatologique, et qui constitue l'un des chantiers inachevés de mon travail de thèse. Et qu'est-ce que ça veut dire être aliéné eschatologiquement? Le concept est un peu barbare, mais je vais essayer de m'en expliquer. C'est être privé de la finalité de ses actions. C'est être convaincu que finalement l'autre monde, il ne dépend pas de nous, ou pas que de nous. Vous voyez, c'est cette idée que les choses se font un peu malgré nous, ou par-delà nous, ou en delà, ou en deçà de nous. Et donc c'est littéralement, d'une certaine manière, croire au ciel, croire au futur, croire à l'histoire. Vous voyez, cette aliénation eschatologique, ce serait ce moment où on se met à croire que quelque chose qui n'est pas nous, le ciel, le futur, l'histoire, va réaliser des choses pour nous, avec notre intervention, parfois, de temps en temps. Mais vous voyez, se joue là bien un problème que j'essaie de comprendre, et justement de réfléchir à comment ce que nous qualifions rétrospectivement de ces grands récits ont été finalement aussi mobilisateurs que démobilisateurs, en tout cas pour nous aujourd'hui. Et le point commun, justement, de tous ces derniers, c'est justement la représentation du temps qui les soutient. C'est bien toujours un temps linéaire qui est en jeu dans ces manières de se représenter les choses. C'est un temps qui est pensé comme une structure d'attente et d'espérance qui a tout à fait à voir avec la manière dont la représentation chrétienne du temps s'est imposée en Occident. Et à ce titre, le texte de François Hartog, qui s'appelle « Chronos, l'Occident en prise avec le temps », a fait cette histoire de manière tout à fait juste pour nous montrer comment le temps, en fait, a été construit depuis des catégories non sécularisées, pour le dire comme ça. Et dans ce cadre temporel, du coup, l'autre monde, il n'est envisageable qu'à la lumière d'une certaine grammaire. Il faut attendre, précipiter, espérer. Vous voyez, comme si quelque chose avait déjà commencé et que notre marge de manœuvre est limitée. C'est en tout cas comme ça que je crois le comprendre. Et si, du coup, on revient à cette affaire de Thomas More ou Thomas Müntzer, c'est précisément ce qu'incarne le millénarisme d'un Thomas Müntzer. Il s'impatiente. Thomas Müntzer est impatient. Dans un article, j'avais lu que Thomas Müntzer est le plus impatient des utopistes.
Moi, j'aurais juste enlevé des utopistes, du coup. Mais effectivement, il s'impatiente. Il ne veut pas établir la primauté de la cité terrestre sur la cité céleste comme Thomas More, mais il proclame la venue prochaine, imminente, de la cité des dieux dans la cité terrestre. Et donc, vous voyez, c'est deux gestes différents. D'un côté, vous avez Thomas More qui dit la Terre, on va faire quelque chose ici, et Thomas Müntzer qui dit on va faire descendre le royaume sur Terre. Qui sont, à mon avis, deux gestes qu'il faut distinguer. Et pour une raison aussi qu'elles engagent cette question du temps. Puisque quand le royaume descend sur Terre, qu'est-ce qui se produit ? L'éternel survient dans le temporel du monde, et donc c'est véritablement ce qu'on appelle la parousie, la fin des temps, ou pour le dire avec les termes de l'historien Reinhard Koselleck, la fusion du champ d'expérience et de l'horizon d'attente. Par conséquent, si on suit ce que j'essaye de construire sur cette question d'utopie et le présent, les millénaristes, ils n'utopient pas le présent. Ils ne transforment pas le temps en histoire. Ils aspirent au contraire à supprimer la différence qu'on peut trouver dans notre présent entre ce monde-ci et l'autre monde, afin que finalement on en revienne à cette réunion littéralement paradisiaque des deux cités. Donc vous comprenez pourquoi moi, en tout cas, cette généalogie-là ne me convient pas pour commencer l'histoire de l'utopie, puisque précisément les utopies, ce sont ceux qui créent de la différence dans le présent. Ce sont ceux qui refusent que ça coïncide toujours à soi-même. C'est-à-dire que ce sont ceux qui nous disent les choses peuvent toujours être autrement et de 1000 manières différentes. Et ce sont ceux, selon une belle expression qu'on retrouve aussi dans les commentaires de l'utopie de Thomas More, qui nous invitent à prendre le large. Vous voyez, cette idée qu'il faut élargir et pas rétrécir, pas réunir. Donc si ce détour par l'histoire de l'utopie, je m'excuse s'il a été un peu massif, mais je crois qu'il est important, c'est précisément parce qu'il engage notre travail actuel sur l'utopie. Nous devons justement appréhender le geste utopique en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de ce qui relève de l'utopisme, comme je vous l'ai présenté, et de ce qui relève de l'anti-utopisme. Et justement, ce n'est pas pour rien si aujourd'hui on revient à cette question, c'est parce que la tradition utopique, elle me paraît porteuse de quelque chose qui nous fait infiniment défaut, je crois, et je le constate aussi bien dans mon travail à l'université que dans mes engagements plus politiques, à savoir la carte des lieux depuis lesquels commencer. Vous voyez, cette idée qu'au fond, l'utopie, c'est ça, c'est un grand planisphère, une grande carte des lieux depuis lesquels on peut commencer, on peut s'imaginer, on peut se représenter, on peut politiser des choses, on peut commencer quelque chose. Et donc, à leur manière, les utopistes sont aussi des impatients, mais des impatients d'un autre ordre que, vous voyez, l'impatience d'un Thomas Müntzer qui veut juste que la fin des temps arrive. Ce sont des impatients qui ne remettent pas l'action à plus tard et qui veulent nous encourager justement à notre tour à faire quelque chose. Non pas pour faire comme eux sur le modèle d'une sorte de paradis, sur le modèle d'un paradis idéal à venir ou sur un modèle mimétique, mais justement pour explorer tous les espaces qu'ils ouvrent dans notre présent, pour aller voir ce qui se passe sur l'île, pour aller se demander ce qu'il y a entre l'île et nous, se demander pourquoi il y a la mer entre l'endroit où nous sommes et l'endroit où nous pourrions aller, se demander si vraiment ce qui compte c'est d'arriver à l'île, ou ce qui compte c'est simplement de voyager sur la mer. Enfin, vous voyez, c'est au fond tout l'enjeu de l'imagination ici utopique que d'élargir nos horizons, mais vous voyez des horizons qui sont finalement pas temporels, mais presque plus spatiaux. Et là aussi, le fait qu'on revienne à des définitions spatiales de l'utopie aujourd'hui, je crois que c'est tout à fait symptomatique de ça. Et pour vous raconter simplement une anecdote qui, je pense, est très révélatrice, je travaille à l'université sur le contrat social de Rousseau avec mes étudiants et texte qu'on qualifie généralement d'utopiste très vite quand on est un étudiant de première année. Sous-entendu, c'est joli mais ça n'arrivera pas et ça ne sert à rien. Et un de mes étudiants m'a dit, mais en fait, ce qui se produit, c'est qu'on a le texte de Rousseau et puis notre présent, et entre, on ne sait pas ce qu'il y a. Et vraiment, en faisant ce geste, vous voyez, d'un côté, on a le contrat social, de l'autre côté, on a notre monde, et entre, on ne sait pas. C'était exactement ça, en fait, que j'essayais de dire. C'est ça que ça fait utopier le présent. Ça a produit un écart. Ça produit un lieu dont on ne sait pas quoi faire, dont personne ne va nous dire quoi faire, mais dont on doit faire quelque chose. Et si on ne fait rien, c'est justement qu'on est peut-être aliéné eschatologiquement. Même si, encore une fois, le concept est un peu barbare, mais pour le dire de manière plus transparente, ça veut dire qu'on est aliéné à une représentation du temps qui nous fait attendre. Et dans un article que vous avez rédigé, M. Balibar, qui est intitulé « Eschatologie, téléologie, un dialogue philosophique ininterrompu et son enjeu actuel », interrompu.
Interrompu? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui. Pardon, j'ai mal écrit. C'est le contraire. Qu'est-ce que- non, Quelle Ne erreur. m'embrouillez pas. Non, mais vous avez raison. Quelle erreur, je m'en excuse. Un dialogue interrompu, un dialogue qui n'a donc pas eu lieu entre Mais qui n'a pas eu lieu entre Althusser et Derrida, oui. et qui m'a beaucoup éclairé justement sur moi, qui essaye de chercher et de renouer des fils qui ne m'ont pas été, disons, donnés quand j'ai débarqué dans cette longue histoire eschatologique. Vous appelez en tout cas à élaborer un concept critique du temps. Et vous dites que c'est une des tâches finalement philosophiques pour qui veut réinvestir l'héritage justement d'un certain matérialisme, d'un certain marxisme. Et je crois justement que depuis l'utopie, peut-être qu'on peut élaborer ce concept critique du temps. Et je m'en explique dans un instant. Puisque au fil de mes recherches, j'ai le sentiment que pour définir le rapport au temps des utopistes, on peut s'en référer à cette phrase de Maurice Blanchot, qui est écrite au sujet d'un recueil de poèmes de René Char qui s'appelle La parole en archipel, où Maurice Blanchot écrit « L'avenir est rare, et chaque jour qui vient n'est pas un jour qui commence ». Vous entendez quand même cette phrase que moi je trouve incroyable. « L'avenir est rare, et chaque jour qui vient n'est pas un jour qui commence ». Comme s'il nous fallait finalement toujours présupposer que rien ne se produira demain de manière significative si nous ne commençons pas maintenant. Oui, c'est une manière de nous dire, en fait, il n'y a pas d'histoire si vous ne faites rien. Il n'y a pas d'avenir si vous ne commencez pas aujourd'hui. Et je crois que c'est précisément ce que porte en elle la tradition utopique. Et donc c'est vraiment cette idée d'un temps radicalement autre, d'un temps qui serait de nature vraiment anti-eschatologique, anti-téléologique, et qui, je crois, je fais l'hypothèse, a déchaîné de manière plus ou moins consciente les foudres des anti-utopistes qui n'étaient pas tout à fait prêts à se confronter au vertige de ce métier d'homme qui consiste à faire des choses sans savoir si ça va marcher et sans pouvoir s'asseoir sur une représentation du temps qui nous dit « t'en fais pas, ça va aller ». Vous voyez, ce « ça va aller », en fait, les utopistes, ils nous disent « c'est pas sûr que ça va aller, en fait. C'est même presque certain que ça va pas aller, donc faites quelque chose ». Et donc, finalement, la manière dont les utopistes ont été discrédités, ils l'ont été, justement, au nom de ce qu'ils essayaient de combattre, à savoir cette aliénation eschatologique. Et donc, quand ils essayaient de s'aventurer sur des terres promises, des terres bien réelles, on leur disait « non, mais attendez, vous voulez le paradis sur Terre ?» Quand ils essayaient de planter les germes du socialisme, on estimait qu'ils anticipaient l'avenir dogmatiquement, pour reprendre une formule de Marx. Et quand ils essayaient de démontrer la réalité du possible, concrètement dans le monde réel, on leur disait « non mais vous demandez l'impossible ». Donc quand même. Et donc si cette généalogie de l'anti-utopisme, elle reste à faire avec plus de finesse, et là je vous présente ça de manière un peu massive, et j'ai bien conscience que ça mérite d'affiner ce que je vous présente, force est néanmoins de constater que cet anti-utopisme, il a à la fois donné tort et raison à l'utopisme. Tort historiquement parce que, justement, les représentations de l'anti-utopisme ont gagné. Quand je vous dis utopie, ou quand on dit utopie à n'importe qui, il nous dit d'abord paradis, futur, avenir. Il ne nous dit pas terre, présent, homme, je crois. Et donc il a gagné, finalement, historiquement, mais il a perdu politiquement, puisque aujourd'hui, l'utopisme revient dans un temps où justement on nous dit qu'on est pris dans les apocalypses sans royaume. Dans ce moment où on est en train d'être contraint d'admettre que l'histoire est un cauchemar et qu'il s'agit de s'en réveiller, comme dit Joyce. Et donc je crois que ce n'est pas vraiment du tout un hasard que l'utopisme revienne aujourd'hui et que le temps est bien venu de ce que Jameson appelle l'anti-utopisme, et qu'il s'agit de relire avec attention la fin du récit de Thomas More. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu l'Utopie déjà, mais vous vous souvenez peut-être que la dernière phrase du texte, c'est « je le souhaite plus que je ne l'espère ». Donc s'il y a bien là une disqualification d'une certaine forme d'espérance qui nous désengagerait, elle est clairement écrite dans ce texte de Thomas More. Et d'ailleurs, si vous reprenez le détail de la fin de l'Utopie, on a bien Thomas More qui est tout à fait conscient que ce qu'il a vu sur l'île, il ne veut pas faire pareil, ça a l'air pas mal, mais il faudrait peut-être amender les choses, il faudrait peut-être politiquement éviter 2-3 dérives. Donc, vous voyez, c'était bien un possible qui a servi à imaginer autre chose et à faire finalement différemment de ce qui a été présenté sur l'île. Et donc, je terminerai sur la dernière proposition
qui j'espère vous apparaît un peu plus clair désormais, que les expériences utopiques abritent un principe action plutôt qu'un principe espérance. Et pour m'en défendre, je voudrais commenter le texte de Günther Anders que j'ai suggéré pour cette séance d'aujourd'hui. Je ne sais pas si certains parmi vous ont eu l'occasion de le lire, mais c'est un texte que je trouve vraiment intéressant, qui fait 2 pages, mais qui nous dit beaucoup de choses, je crois. Et donc, vous entendez dans cette proposition défendre le principe action plutôt que le principe espérance, la querelle qu'il y a eu entre Günther Anders et Hans Bloch au XXe siècle autour de cette question de l'espoir et du désespoir. Günther Anders était supposé souffrir de désespoir, Bloch était supposé souffrir de ce que Günther Anders appelait l'espérantisme. Donc globalement, ils se sont disputés, tout en étant très amis, sur espoir ou pas espoir. Et j'ajoute par mesure de précaution, au regard des discussions qu'il y a eu la semaine passée à Berlin, que je suis convaincue, Bernard, que vous n'êtes pas un néo-blochien, mais un néo-andersien, comme tous les utopistes rigoureux. Vous me direz juste après si vous êtes convaincu ou pas. Et donc dans cette courte fable que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas fait, c'est 2 pages, mais c'est absolument formidable, qui s'appelle « Tu ne dois pas accepter les hasards », c'est assez clair, qui est extraite du roman philosophique d'Anders et qu'il qualifie lui-même de roman antifasciste, qui s'appelle « La catacombe de Mollussie », qui est rédigé dans les années 30, publié juste avant la mort d'Anders en 1992 et traduit tout récemment en français. Dans ce roman philosophique, nous avons 2 prisonniers, Holo et Yegusa, qui sont enfermés dans les prisons souterraines du pays qu'on appelle la Mollussie, qui est en fait une manière de travestir l'Allemagne nazie de l'époque. Et dans les geôles de cette prison souterraine, Holo et Yegusa sont en train de deviser de notre problème du jour, à savoir comment on s'assure qu'il ne vienne à personne l'idée d'espérer que les choses s'améliorent d'elles-mêmes et de se résigner en attendant au monde tel qu'il est, y compris et même surtout à l'époque des catastrophes. Et ce qui inquiète beaucoup Anders au fond, c'est pourquoi on ne fait rien. C'est d'ailleurs, il passe sa vie à écrire des textes pour dire pourquoi vous ne faites rien. C'est vraiment le geste d'Anders. Et dans ce récit, Kolo, donc le prisonnier plus âgé, fait à Yegusa, qui est le prisonnier plus jeune, pour répondre. Ce qu'il se passe, c'est que des marins veulent convoiter une île à la fertilité légendaire. Sauf qu'ils y échouent par hasard, à cause d'une tempête, et Anders nous dit ils arrivent sur cette île à la fertilité légendaire sans y être pour rien. Ils finissent par se rendre compte que cette île à la fertilité légendaire, en fait, ce n'est pas l'île à la fertilité légendaire, c'est une île quelconque, c'est une île qui n'était pas celle qu'ils convoitaient. Malheureusement, ils n'ont plus les moyens d'en partir, puisqu'ils ont brûlé le navire avec lequel ils avaient accosté et tué au passage le capitaine. C'était quand même comme ça, histoire d'être sûr de ne plus jamais repartir de cette île, mais surtout au motif en fait que ce capitaine, en arrivant sur l'île, il avait exigé, et là je cite cette fable de Günther Anders, qu'il transforme le navire pour qu'il devienne celui avec lequel ils auraient pu accoster par leurs propres moyens. Donc cette fable, elle nous raconte l'histoire de marins qui convoitent une île, qui arrivent sur cette île par hasard, qui sont convaincus d'avoir trouvé le paradis, qui du coup sont très heureux, qui ont un capitaine qui estime que quand même on y est arrivé par hasard et donc c'est pas une bonne chose, il faudrait qu'on y soit arrivé par nos propres moyens, donc essayons de transformer notre navire pour qu'il puisse être celui avec lequel on serait arrivé sur cette île par nous-mêmes, et qui, face à ces demandes répétées, décide de brûler le navire et de le tuer. Donc vous voyez, c'est, je crois, une belle allégorie de ce qui se joue entre les rapports de l'ordre de l'utopie, la fin de l'histoire, l'utopiage ou l'utopiement de présent, je ne sais pas comment il faudrait le dire, mais en tout cas, c'est bien ça qui est en jeu dans cette fable. Comment transformer le navire pour qu'il devienne celui avec lequel nous aurions pu accoster par nos propres moyens. Et donc, les marins sont prisonniers sur cette île, ils n'ont plus d'autre choix que de s'installer misérablement sur cette île qui s'appelle Yolamita, et la chute du récit, néanmoins, elle laisse entrevoir, peut-être, une chance d'éviter le pire des mondes possibles. Et je vous lis donc la toute fin de la fable. Voilà ce que le prisonnier plus âgé dit au plus jeune. Des années plus tard, quelques hommes essayèrent de construire un navire pour quitter l'île, en vain. Les autres se moquaient d'eux et les traitaient d'utopistes, parce qu'ils réveillaient en eux un souvenir humiliant. Ça, c'est la fable, c'est la chute de la fable, pardon,
où c'est d'ailleurs une des seules fois où Günther Anders mobilise la question de l'utopisme de manière aussi positive, puisque on ne peut pas dire que son travail philosophique était fait lui aussi très tendre avec l'utopisme. Et donc si on entend dans cette conclusion bien ce que nous dit Anders, certes elle ne va pas sans ambivalence, il faudrait questionner en vain, vous voyez, il essaye de construire en vain un navire, et qui finalement nous ramènerait aussi à des questions propres au genre utopique qui finalement est toujours porteur de sa propre autocritique et son ambivalence, et qui est inscrite au cœur de son dispositif. Il est aussi, je crois, certain qu'elle prouve combien les utopistes ne sont pas de ceux qui espèrent, mais de ceux qui essayent de construire des navires, même lorsqu'il faut repartir de zéro. Vous voyez, dans cette fable, ce que nous dit Anders, c'est que ceux qui essayent de construire un navire, ils n'espèrent pas une île. Ils veulent juste partir de celle qui est la leur parce qu'ils estiment qu'on y vit très malheureusement et parce qu'ils estiment que tous leurs contemporains se sont habitués à une vie misérable. Et vous entendez la fin de ce passage, parce qu'il réveillait en eux un souvenir humiliant. Au fond, quand on dit à quelqu'un d'utopiste, quand on dit à quelqu'un tu es un utopiste, on est en train de dire tu es en train de me renvoyer au visage le fait que je ne fais rien et que j'accepte le monde tel qu'il est. Et donc c'est ça en fait la vraie violence de l'utopisme, c'est d'être très accusateur en fait. Et c'est pas pour rien du coup qu'il a suscité autant de passion contre lui. Et donc dans cette idée, vous voyez qu'au fond, les utopistes ne sont pas ceux qui espèrent, mais qu'ils sont les gardiens de ce que Günther Anders appellerait une morale de l'action, et qui est vraiment celle qu'il défend face à Ernst Bloch. Je crois qu'on peut à nouveau essayer de conclure cette présentation sur une note qui sera assez polémique, au moins autant qu'elle l'a été quand cette discussion a eu lieu entre Günther Anders et Bloch. C'est une discussion qui a eu lieu en 1986. Enfin, non, pardon, c'est-à-dire que la discussion que je vais vous lire a été rédigée en 1986, mais la discussion avec Bloch est une longue discussion sur le siècle où, du coup, dans ce texte, Anders reformule des positions qu'il a eues face à Bloch. Et donc, l'enjeu de cette discussion, c'est ce texte qui s'appelle donc « La violence, oui ou non, une discussion nécessaire ». Il discute des raisons d'agir et des moyens d'agir. Et donc, vous entendez ce titre qui a fait évidemment beaucoup polémique au moment où il est paru, « La violence, oui ou non ». Et je vous lis donc ce passage qui a suscité une avalanche de courriers au moment où il a été publié, et d'ailleurs qui sont repris dans ce texte. Günther Anders écrit « Je crois qu'espoir n'est qu'un autre mot pour dire lâcheté. Qu'est-ce qu'au fond que l'espoir? Est-ce la croyance que les choses vont s'améliorer? Ou la volonté qu'elles deviennent meilleures? Personne n'a jamais encore produit une analyse de l'acte d'espérer. Pas même Bloch. Il ne faut pas faire naître l'espoir, il faut l'empêcher. Car personne n'agira par espoir. Tout espérant abandonne l'amélioration à une autre instance. Oui, la météo s'améliore, je peux peut-être l'espérer. Le temps ne devient pas meilleur ainsi, ni pire. Mais dans une situation, donc la nôtre, où seul l'agir individuel compte, espoir n'est qu'un mot pour dire qu'on renonce à l'action personnelle. Vous entendez pourquoi ces phrases ont fait l'effet d'une bombe au moment où elles sont parues. Et même moi, quand je les lis, je ne sais pas si j'y souscris pleinement, mais je crois qu'il faut les entendre et qu'il faut les discuter. Et je pense que c'est exactement ce que cherchait à provoquer Anders, qui avait compris avant beaucoup d'autres que nous entrions dans ce qu'il appelle le temps de la fin, à savoir dans cette époque où nous pouvons chaque jour provoquer la fin du monde. Et je vous avais dit que c'était peut-être pas si déraisonnable d'intituler ma thèse « À l'heure des temps de la fin », c'était aussi pour ça. Mais pour véritablement saisir ce qu'Anders voulait dire par les temps de la fin, j'ai mis du temps. Et il m'a fallu, peut-être qu'il nous faut aussi, les renommer et les appeler par leur nom sécularisé, à savoir les temps désespérés. Oui, nous sommes dans des temps désespérés. Mais la question que nous lègue Anders est aussi la suivante. Comment on fait pour vivre sans espérance? Comment on se mobilise sans le confort d'un horizon rassurant? Et dans l'obsolescence de l'homme, il soutient qu'il nous faut trouver, je le cite, le courage de cesser d'espérer. Et vous savez que l'espoir a eu une longue généalogie comme passion révolutionnaire, mais je me demande s'il ne faudrait pas faire une autre généalogie, à savoir la passion du courage. Qu'est-ce que c'est finalement transformer le monde depuis le courage et pas depuis l'espoir? Ou d'abord depuis le courage pour ensuite avoir de l'espoir. Et pour le retrouver, ce courage de commencer, c'est une expression que j'emploie dans mon article, je pense qu'on peut fréquenter assidûment les utopistes qui, j'en suis convaincue, sont des hommes courageux, qui utopient le présent
et qui nous apprennent au quotidien que les temps désespérés ne sont pas si désespérants. Je vous remercie. Bravo. Merci Laetitia, merci pour cette belle présentation, aussi pour ces plusieurs provocations. Merci aussi d'engager donc directement le travail d'Étienne Balibar, et ce sera fascinant d'écouter ses commentaires. Et je reviendrai sur cette question de néo-blockien et néo-andersonien. Je suis tout à fait d'accord que la notion de principe d'espoir qui a été développée plus tard, la notion d'espoir là-dedans, me trouble, donc j'y reviendrai. Donc c'est pas quelque chose, mais de l'autre côté, il y a un autre bloc auquel je me référais, je pense, avec cette allusion au néo-blockianisme la semaine dernière, qui était plutôt le bloc des utopies que de l'espoir, si on peut faire cette distinction. Bon, mais passons tout de suite à Étienne Balibar, et je vais... Ton système de micro, là, alors tu peux allumer celui-là. Ah, il faut que j'allume. Bon, j'allume. Voilà. Voilà, j'ai allumé. Oui. Okay. Donc, il faudra parler là-dedans. Oui, ça ne produit pas de l'arsène. Non, ça va? Vous m'entendez? Ouais. Bon. Bien, eh bien, je suis infiniment heureux et très honoré de me trouver cet après-midi à nouveau avec Bernard et beaucoup d'autres pour discuter les idées, les analyses, les interprétations que Laetitia Ris vient de nous offrir dans un très très bel exposé. Bon. Alors évidemment, par la force des choses, comme il fallait bien que je prépare un petit peu l'intervention que j'allais faire, je vais surtout me fonder sur le texte de l'article qu'elle nous avait communiqué à l'avance. Et dans ce que vous venez de dire, Laetitia, il y a évidemment beaucoup plus, en particulier dans cette dernière partie, dans ce développement spectaculaire sur l'antithèse du principe action et du principe d'espérance. En fait, à un moment de ce que j'avais prévu, je crois que je touchais déjà un tout petit peu à cette question. Bon, donc je pourrais y faire référence. Et puis Bernard aura davantage à dire peut-être sur ce point. Bon. Je ne vais pas discuter dans sa totalité ce que vous avez dit, mais je vais, pour lancer la discussion, qui j'espère va s'élargir à toute l'audience, considérer trois aspects, successivement, trois aspects du problème que vous instruisez. Alors, ils ne sont pas très compliqués d'ailleurs. Bon. Alors, le premier concerne en effet directement votre critique de la conception historiciste de l'utopie et des effets de méconnaissance ou même d'occultation qu'elle a produit, que vous avez appelé la tradition historiciste, mais on sera d'accord là-dessus, la tradition des philosophies de l'histoire a engendré dans l'intelligence et l'utilisation du geste utopique, qui est un geste d'écriture, qui est un geste de pensée, mais qui se prolonge aussi quelquefois, et peut-être de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, sur le terrain des constructions, des expériences, des expérimentations alternatives, au fond, dans le champ de la société, de la famille, de la morale et de l'économie. Bon. Il ne faut pas que je me laisse trop aller aux parenthèses, dans les parenthèses, mais je crois qu'une question intéressante qu'il faudrait se poser à un moment donné, elle est peut-être en filigrane de certaines des choses que vous dites, de savoir à quel moment le geste utopique, justement, disons, plutôt que simplement le genre utopique, bon, a débordé le champ de l'écriture pour entrer dans celui de ce qu'on appelle aujourd'hui l'utopie concrète ou l'utopie réelle, c'est, disons, le champ de l'expérimentation sociale, et je serais tenté aussi de dire, je pense que c'est conforme à votre esprit, celui de l'aventure, de l'aventure intellectuelle et collective.
Alors évidemment, c'est pour une part une question, c'est pour une part une question de définition. Hein, bon. La grande antithèse que vous avez rappelée, le grand débat opposant le modèle More au modèle Münzer, si on le prend de façon immédiate, je serais tenté de dire, tendrait à accréditer que dans la première période, celle qu'ouvre l'écrit de Thomas More, qui donne son nom à ce genre et qui ensuite est projeté rétrospectivement sur d'autres textes, c'est la littérature qui prévaut et pas l'expérimentation. On pourrait être tenté de penser que l'expérimentation surgit et devient une dimension fondamentale de l'utopie, donne un contenu concret à votre verbe utopier. Bon. Seulement à la période suivante, qui comme par hasard est aussi celle des philosophies de l'histoire. Donc ce sont les expérimentations communistes, socialistes et autres, fouriéristes, etc. Bon. Mais en réalité, les choses sont probablement pas tout à fait aussi simples que ça, parce que y a un grand modèle antérieur, profondément équivoque dans sa signification, mais j'y reviendrai tout à l'heure, je ne crois pas qu'il faille pour autant le mettre de côté, bien au contraire, qui est celui des communautés jésuites d'Amérique latine et du Paraguay. Enfin, c'est le Paraguay. Hein, c'est le Paraguay. Bon. Il y a un film extraordinaire, j'ai un trou de mémoire terrible bon, de qui est ce film bon, ça reviendra, peu importe. Bon. Donc, en réalité, d'une certaine façon, il y a toujours eu à la fois une pensée et une expérience. Mais il se peut qu'entre les deux, bon, et la découverte du Nouveau Monde est pour quelque chose, aussi bien dans l'écriture de Thomas More, naturellement, que dans l'expérimentation des jésuites au Paraguay, qui fait figure d'expérience proto-totalitaire dans une certaine façon de la raconter, mais qui est aussi une tentative d'organiser la résistance, comme on sait, des communautés indiennes contre une certaine méthode de colonisation. Bon. Donc, en fait, le problème n'est pas simple. Hein. Bon, je laisse cette question en suspens. Bon. Alors, il me semble que votre proposition, appelons-la de cette façon, bon, se fonde, développe les conséquences d'une constatation initiale à laquelle je dis tout de suite que je suis tout prêt à me rallier, ou même que je l'adopte sans difficulté, à savoir que dans l'utopie en tant que geste d'écriture et de pensée susceptible d'entraîner ensuite des conséquences pratiques, il y a dès le début une tension entre deux orientations de façon d'interpréter le U ou le E de utopie, entre, c'est très simple, bon, entre l'idée d'alternative, de transgression par rapport à un mode de vie ou un mode de gouvernement ou une forme de société, un ordre social existant, qui peut conduire, ou qui même doit sans doute conduire à penser la pratique en termes de bifurcation. L'idée, c'est toujours qu'on s'écarte de la ligne et qu'on emprunte un autre chemin. Alors, soit on l'emprunte comme un chemin de traverse, soit on l'emprunte comme une grande route sur laquelle qu'il faut ouvrir ou dont il faut comprendre qu'elle est accessible. Bon.
lorsque Foucault introduira la notion d'hétérotopie en contrepoint de celle d'utopie, d'une certaine façon, ce qu'il dira, c'est qu'il faut, et c'est en accord avec une partie des choses que nous essayons de dire ici, c'est qu'il faut privilégier la transgression, l'alternative, la bifurcation, l'émergence de l'autre, ou voire du tout autre, par rapport à l'autre perspective, qui s'inscrit au contraire nécessairement sur le fond d'une représentation du temps. Alors vous avez dit linéaire, bon, il faudra à un moment ou à un autre, peut-être pas ce soir, mais discuter de façon plus serrée peut-être, de la question de savoir si toute linéarité implique une eschatologie, si toute eschatologie comporte une dimension d'attente ou d'espérance. Bon. Mais de toute façon, cet autre aspect, cette autre signification du terme, sans rejeter purement et simplement, parce qu'autrement le terme même n'aurait plus de sens, mais l'idée d'alternative met essentiellement l'accent sur l'anticipation et sur l'imagination de l'avenir. Bon. Alors vous êtes très radical en un double sens, et votre conclusion, qui n'était pas dans votre article, mais me semble-t-il accentue encore les choses de ce point de vue. D'une part, vous pensez que ces deux intentions ou ces deux orientations du geste utopique sont fondamentalement exclusives l'une de l'autre, incompatibles l'une avec l'autre, et d'autre part, vous nous demandez de choisir, de privilégier absolument la première par opposition à la seconde. Bon. Ce qui vous conduit, si j'ai bien compris, j'espère ne pas trop vous simplifier, à insister sur l'idée que le geste utopique ne doit plus être commandé par une pensée de l'avenir, et encore moins par une forme ou une autre de domination de la représentation de l'avenir sur à la fois la complexité, la matérialité, la conflictualité du présent, ou encore à suggérer que le virtuel, qui est inséparable de toute perspective utopique, n'a rien à voir fondamentalement avec l'attente ou avec l'avenir. Bon. Alors, ceci a l'immense avantage de faire surgir une sorte de point d'hérésie, comme aurait dit Foucault, au cœur de la pensée utopique, et je pense que vous avez raison de le faire. Mais en même temps, je voudrais soulever deux difficultés, si vous permettez, pour la discussion. Bon. D'une part, du point de vue de la lecture de la tradition philosophique, ceci induit, malgré les précautions que vous prenez, la précision avec laquelle vous citez les auteurs, la finesse des analyses que vous en proposez, à rassembler, je dirais, dans une sorte de communauté, à mettre d'une certaine façon dans le même sac, des auteurs qui, du point de vue de leur rapport à la philosophie de l'histoire, sont quand même séparés les uns des autres par des divergences très, 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 très profondes. Hein, bon. Il y a une énumération dans votre article qui commence avec André Breton et les surréalistes, enfin avec les surréalistes, puis on retrouve un peu plus tard André Breton, qui continue par Bloch, lequel est suivi de Benjamin, lequel est finalement suivi d'Adorno. Bon. Et puis on pourrait en ajouter d'autres encore. Bon. Or, je pense pour ma part que Bloch et Benjamin pensent de façon extrêmement différente et à la limite profondément contradictoire l'une avec l'autre, la relation de l'événement révolutionnaire qu'ils attendent l'un et l'autre, ou auquel ils se réfèrent l'un et l'autre, avec la temporalité. Bon. Et qu'il est problématique
de les rassembler l'un et l'autre sous une seule critique, si vous voulez, qui serait d'historiciser le concept de l'utopie. Bon, alors ceci dit, je vous ai peut-être mal lu et je suis peut-être en train de projeter sur vous une interprétation déformante et abusive, parce que d'un autre côté, il est clair que votre critique de l'historicisme doit quelque chose à Benjamin. Hein, bon. Et donc, votre perspective est peut-être plutôt qu'ils sont inégalement prisonniers de cette tradition de philosophie de l'histoire et qu'on sera amené à sauver certains d'entre eux plutôt que d'autres. Bon. Alors, ceci dit, évidemment, si Benjamin n'est pas certainement un penseur de... Est-ce que c'est un penseur de l'espérance, hein, c'est toute la question. C'est un penseur messianique. C'est ce que Derrida, ce avec quoi Derrida s'est battu. Hein, c'est pour ça que je... Oui, bon. Donc, c'est évidemment pas quelqu'un qui échappe à ce que vous avez appelé très bien et de façon critique l'aliénation eschatologique. Hein. Bon, il est peut-être encore plus aliéné à l'eschatologie que ne l'est Bloch. Hein. Mais entre les deux, il y a aussi une tension dont il faudrait essayer de rendre compte. Bon, alors, il faut que je pas que ce soit trop long là-dessus. Bon, ça m'amène à une deuxième remarque sur le même point. Bon, il y a très beau développement philosophique dans votre article. J'ai peut-être mal écouté, mais il me semble que vous n'avez pas tout repris, évidemment, dans ce que vous disiez aujourd'hui, que cette formule n'a pas surgi à nouveau, sauf si je ne l'ai pas bien entendu, quand vous expliquez que cette subordination de l'intelligence, du geste utopique ou de la pensée utopique à la philosophie de l'histoire est au fond une conséquence de l'application du principe de Leibniz, le présent est gros de l'avenir. Bon. Alors, je pense que vous avez tout à fait raison. Je ne vais pas vous donner des signes d'approbation ou de qualité, mais vous avez tout à fait raison, en effet, à mes yeux, de considérer que cette formulation leibnizienne est d'une certaine façon la matrice principale des philosophies de l'histoire de l'époque moderne. Et du même coup, d'ailleurs, inscrit ou avère ou vérifie le lien qu'elle entretient avec une certaine tradition théologique. Parce que chez Leibniz, l'idée que le présent est gros de l'avenir n'est pas séparable de l'idée que l'histoire tend vers une sorte de récapitulation. Hein, bon. Mais c'est une récapitulation qui est en quelque sorte précédée d'une ouverture. Hein, bon. Alors, la question et vous en faites un argument très, très convaincant de critique de l'idée que l'utopie aurait à voir avec la possibilité de calculer, hein, de prévoir, hein, de programmer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé, ça ne devrait pas se produire normalement. Bon, de programmer, de programmer le développement ultérieur de la société humaine ou de l'État. Bon, alors on peut se poser la question de savoir si toute philosophie de l'histoire, et a fortiori toute philosophie du temps historique, hein, est prisonnière du principe leibnizien. Mais le point le plus intéressant, je pense, concernerait Bloch. Hein. Et là, peut-être que je vais rejoindre, enfin, j'en sais rien, on verra, une question que semble vouloir soulever mon ami et voisin Bernard Harcourt. Telle que je la comprends, la philosophie de Bloch n'est pas une philosophie qui incite si peu que ce soit à penser que l'avenir est calculable ou qu'il est prévisible. Hein. C'est une philosophie qui, à certains égards, bon, c'est pas une de ses références principales, mais a des affinités avec le bergsonisme, c'est-à-dire elle est essentiellement fondée sur l'idée que l'histoire est une invention.
hein, que l'histoire est et qu'il faut un concept de temps qui permette d'y insérer la création. Et la création, c'est effectivement le résultat de l'intervention ou de l'action des hommes. Ce qui fait que, en anticipant sur la fin, Günther Anders n'est peut-être pas absolument convaincant en suggérant que les positions de Bloch sont des positions attentistes et comment dire... il y a un mot, je ne le trouve pas, bon, peu importe. Bon. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors évidemment, ceci étant dit, le présupposé de Bloch, et il est parfaitement exprimé un peu partout dans son livre, dans Le Principe Espérance, mais tout particulièrement, et je pense que c'est une référence importante, dans le grand chapitre qui commente et interprète les thèses sur Feuerbach de Marx, en particulier la fameuse 11e thèse. Les philosophes jusqu'à maintenant se sont contentés d'interpréter le monde, derrière quoi on pourrait entendre à la limite une allusion combien discutable, naturellement, à la tradition utopique. Bon. Et il s'agit maintenant de le transformer. Bon, alors, la grande idée de Bloch, c'est que la condition de possibilité d'une transformation du monde qui relève incontestablement de l'action, donc peut-être du courage dans le sens de ce que vous avez évoqué à la fin. En tout cas, chez Marx, on peut lire quelque chose de ce genre, ou un volontarisme, si vous préférez, ou un activisme. C'est le point sur lequel Marx et Blanqui ne sont pas dans des régions absolument incompatibles entre elles. Néanmoins, de son point de vue, à une condition de possibilité ontologique, disons, bon, qui est le fait que l'histoire elle-même soit non pas le processus de réalisation d'un plan préexistant, mais au contraire le siège d'une sorte de variabilité incessante. Hein. C'est parce qu'il y a une transformabilité intrinsèque des rapports sociaux ou des rapports entre les hommes que peut s'insérer dans cette transformabilité une action supplémentaire, je dirais, ou un supplément d'initiative qui l'oriente dans une direction jusqu'alors inconnue et insoupçonnée, ou qui n'a jamais été tentée, qui n'a jamais été osée. C'est ce qu'il croit voir chez Thomas Münzer. Bon. De sorte qu'il n'est pas si facile que ça, si vous voulez, d'échapper complètement à la connexion entre le problème de l'utopie et celui de la temporalité, et de sortir de l'alternative entre le messianisme benjaminien, d'une certaine façon repris par Derrida malgré ce qu'il en a dit, c'est-à-dire l'avenir n'est pas la même chose que le futur, c'est quelque chose qui va surgir de façon non seulement incalculable, mais sous le signe de l'impossible, on va dire les choses de cette façon, et la perspective de Bloch qui veut que nous puissions transformer le monde parce que le monde est lui-même intrinsèquement transformation ou mouvement incessant. Bon, j'ai été trop long là-dessus, je vous prie de m'en excuser. Bon, alors, mon deuxième, je peux dire encore quelques mots Bon, alors, excusez-moi, je ne suis pas dans une forme extraordinaire, et je cherche mes mots, mais enfin, je vais peut-être finir par les trouver. Bon, alors, j'ai un deuxième point, je voudrais suggérer une deuxième question. Bon. Qui repose au fond sur deux idées que je cherche à combiner l'une avec l'autre, et dont j'espère qu'elles ont un rapport à la fois avec ce que vous avez écrit et avec ce que vous avez dit. Bon. L'une d'entre elles, et Bernard, enfin, il a fait allusion dans son introduction, renvoie au programme qui, pour une part, est le vôtre, de substitution d'une inscription de l'utopie dans la perspective ou dans le champ d'une philosophie générale de l'histoire, substitution par, je ne sais pas si c'est dit en français, bon, par une connaissance historique de l'histoire des utopies, à la fois au sens de
de leurs œuvres, de pensée, de leurs écritures, et déjà, en réalité, de leurs actions. Bon. Alors ici, et d'autre part, ma deuxième idée, mais je vais m'expliquer, ma deuxième idée, c'est qu'il faut introduire le plus tôt possible, alors ça, c'est pas... je ne le conçois pas comme une objection radicale à votre position, mais en même temps, je voudrais suggérer que, de mon point de vue en tout cas, vous avez une certaine tendance à marginaliser cette question. Bon, c'est la question de l'ambivalence fondamentale du geste utopique du point de vue de l'émancipation ou de la libération ou même de la révolution. Et je vais y revenir aussi dans mon troisième point. Alors, il me semble que pour combiner les deux, pour les associer, il faut au fond tout simplement poser la question suivante. Les utopies concrètes ou les actions utopiques dont vous faites la théorie, dont vous dressez le portrait, est-ce qu'elles sont toujours encore à venir ? Ou bien, au mieux, est-ce qu'elles sont en train de s'esquisser sous nos yeux ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut prendre conscience du fait qu'elles ont toujours déjà existé, qu'il y en a plein derrière nous, hein, bon, et que naturellement leurs leçons ne sont pas à tirer d'une façon mécanique. Vous voyez à quoi ça a mené. Mais en même temps, elles appellent une réflexion qui me semble indispensable. Bon, c'est un peu pour ça que je citais les jésuites du Paraguay tout à l'heure. Bon, mais après les jésuites du Paraguay, il y en a plein d'autres. Alors, je voudrais, si vous voulez, très rapidement et sans entrer dans aucun détail, citer 3 grands cas, hein, ou 3 grands exemples. Hein. Alors, je dirais premièrement la révolution soviétique. Bon. Alors évidemment, la tradition dominante à laquelle vous référez inscrit le projet et les réalisations de la révolution soviétique dans une perspective de marxisme orthodoxe qui se veut le plus éloigné possible de l'utopie classique ou moderne, et qui se fonde sur le réalisme politique, la combinaison du réalisme politique et de la philosophie déterministe de l'histoire, l'idée de la lutte des classes formant le lien entre les deux. Bon, mais c'est pas du tout ça l'histoire réelle de la révolution russe. Bon. Il y a un très beau livre de Nestor Capdevila, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est apparu aux presses de la Sorbonne, qui s'appelle Équivoque et tourment de l'utopie. Il y a beaucoup de livres sur l'utopisme de la révolution soviétique, et qui ne relèvent pas de... Bon, si vous lisez Popper, évidemment, l'idée que vous avez, c'est les révolutionnaires soviétiques ont voulu transformer le monde, changer radicalement et les modes de vie, et les modes de production, et l'organisation de l'économie, et comme c'est une aberration, c'est-à-dire une utopie, ça n'a pu se terminer que par une catastrophe ou par l'inversion radicale des objectifs initiaux. Il y a une autre façon de prendre les choses, qui est de se demander comment et pourquoi, pendant une période peut-être brève, mais extraordinairement significative, l'expérience de la révolution soviétique, qui est en effet très mal terminée de ce point de vue, qui s'est terminée par l'étouffement de ses propres potentialités, a été l'un des grands moments de l'histoire occidentale dans laquelle des transgressions esthétiques, morales, démocratiques ont été mises en œuvre, ou ont essayé d'être mises en œuvre. Alors, évidemment, le problème que pose, sous quelle forme apparaît l'ambivalence ici, évidemment, on ne peut pas complètement échapper à la problématique du totalitarisme, sous la forme de l'hypothèse suivante, à ne jamais abandonner purement et simplement sans l'avoir examiné,
plus on veut profondément transformer l'état de choses existant dans le sens du bonheur ou de la liberté, plus on est sûr d'aboutir par une sorte de perversion intrinsèque ou de mal radical qui est inscrit dans l'histoire. Vous essayez de penser avec le pratico-inerte de Jean-Paul Sartre ou avec le pessimisme philosophique d'autres philosophes, plus on est sûr d'aboutir à l'esclavage, à la pensée unique, à la fermeture de toute possibilité créatrice. Bon, ça c'est le premier exemple. Alors, deuxième exemple, mai 68. C'est impossible de discuter de ces questions sans revenir d'une certaine façon à l'interprétation de mai 68. Alors, ce qui est intéressant en mai 68 en France et ailleurs, bon, toujours en allant très vite, bon, c'est que je pense deux choses. D'un côté, l'idéologie des participants de mai 68, et en particulier la jeunesse étudiante et autres, il n'y avait pas que des étudiants. Bon, on reprojette ces jours-ci, en ce moment, je crois, quelque part en France, le film qui a été tourné rétrospectivement sur l'expérience de l'IP, un film absolument magnifique qu'il faut que vous alliez voir, parce qu'on voit les acteurs, on voit les documents de l'époque et leurs réflexions rétrospectives. Bon, et bon, c'est le communisme. Bon, c'est une expérience de mise en œuvre du communisme dans des conditions déterminées. D'un côté, il y a en effet la grande ombre du marxisme-léninisme qui gouverne la pensée d'un certain nombre, pas tous, des acteurs de mai 68, mais de l'autre côté, tout le monde sait bien, et c'est ce que Foucault en particulier et d'autres autour de lui ont compris, mais il n'est pas le seul, Castoriadis aussi, ou d'autres qu'on pourrait citer, une pratique justement d'invention collective qui n'a rien à voir avec la tradition du déterminisme historique et de la révolution socialiste. C'est en mai 68, j'espère que je ne suis pas trop bavard là, bon, c'est en mai 68 que on a fait ressurgir à nouveau, à travers un certain nombre de médiations, cette fameuse combinaison du mot d'ordre de Marx, transformer le monde, et de l'injonction ou de la sommation de Rimbaud, changer la vie. C'est les surréalistes qui les premiers ont procédé à cette conjonction dans les années 30. On dispute sur la question de savoir si c'est Breton ou si c'est Éluard. Laissons cette question de côté. Ensuite, ça a ressurgi chez Henri Lefebvre et ça gouverne complètement les esprits et les actions des participants de mai 68. Mais il est évident que le primat s'est inversé d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est en changeant la vie qu'on transforme le monde. Alors, moi, je serais tenté de penser que la transformation est réelle, mais en même temps, à nouveau, par une sorte de némésis historique, elle est éphémère. Par définition. Elle est localisée et éphémère. Elle ne se projette pas dans l'avenir d'une construction du socialisme, etc. Elle se vit au présent. Donc c'est une alternative très radicale sur le plan subjectif, comme dans celui des modes de vie, mais qui est en même temps, évidemment, elle n'est pas hors du temps, mais elle est dans une parenthèse du temps, d'une certaine façon. Alors on pourrait se dire, il y en aura plein d'autres, mais est-ce qu'elles seront elles aussi toujours dans une parenthèse du temps? Et là, du coup, on tombe sur le troisième exemple que j'ai en tête, qui est le Chiapas, qui est on en a beaucoup parlé déjà dans ce séminaire. Bon, j'ai ici quelque part un texte de Jérôme Bachet qui en a proposé des interprétations très justes et très puissantes. Celui que j'ai là s'appelle « Quel futur pour l'utopie remarque à partir de la rébellion zapatiste ». Bon, alors je crois qu'on peut s'accorder sur l'idée que cette utopie relève de l'action plutôt que de l'espérance. Elle comporte certainement un courage au sens que vous indiquez, mais en même temps la question qu'elle pose, même si là encore il y a un horizon idéologique
qui vient d'une longue tradition révolutionnaire à travers le guévarisme, etc. Bon, je ne veux pas sous-estimer le fait qu'à un moment donné, le sous-commandant Marcos est convoqué dans les forêts du Chiapas un congrès mondial de la lutte contre le néolibéralisme qui s'est rêvé ou s'est imaginé comme le point de départ d'une sorte de nouvelle internationale. Bon, mais ce qui apparaît plutôt comme une réussite, c'est l'exemple. Hein. Et l'exemple est quand même très lié au fait que c'est localisé, que c'est une expérience localisée qui réussit justement à se créer et à défendre l'espace dont elle a besoin pour aller au bout d'une certaine logique. Bon, alors j'ai encore une minute ou c'est beaucoup trop long? Une minute. Bon, alors une minute. Alors il faut que j'aille très très vite. Voilà. Alors j'avais un troisième point qui développe aussi. Bon, excusez-moi, je me sens horriblement confus, mais je ne sais pas si c'est l'effet que je vous fais. Bon, un troisième point qui accentue encore, à mes yeux, l'urgence d'introduire dans toute cette problématique un élément d'ambivalence. Bon, et que je rattacherai simplement à la question suivante. Qu'est-ce qui nous autorise à dire, en général, hein, que l'utopisme ou le geste ou l'acte d'utopier, comme vous le disiez, soit intrinsèquement émancipateur. Bon. Alors évidemment ici, si on avait le temps, mais vous y reviendrez peut-être dans votre réponse, la discussion de la signification de l'œuvre de Thomas More redeviendrait absolument centrale. Et comme j'ai commencé à faire, je m'en excuse, comme si de la bibliographie, je me permettrai de vous renvoyer à un petit livre qui avait été publié au début des années 80 par notre collègue Pierre-François Moreau dans la collection qu'à l'époque je dirigeais et qui a disparu de la circulation, qui s'appelle Le récit utopique, droit naturel et roman de l'État. Alors pour aller très vite, la thèse que défendait Moreau dans son livre, évidemment il l'a poussé à l'extrême, hein, c'est que More, Campanella et les autres, bon, ne sont pas les agents ou les penseurs, ne nous proposent pas le programme d'une émancipation de la société par rapport à la forme État, mais au contraire le programme d'une rationalisation de l'État. Bon, ce qui évidemment s'inscrit aussi dans une certaine tradition qu'on pourrait dire platonicienne. Bon, donc ce que More nous propose, en effet, en imaginant que ça existe déjà en un autre lieu, c'est un État rationnel. Alors évidemment, celui qui a surgi ensuite dans l'histoire de l'Occident est très loin de ressembler aux anticipations de More, mais le programme qu'il cherche à réaliser, en ce sens, c'est celui de la rationalisation de la vie sociale et non pas c'est pas un programme libertaire. Alors on pourrait faire des réflexions du même genre, évidemment, se poser des problèmes du même genre à propos d'autres utopistes, et comme je citais André Breton tout à l'heure, on pense inévitablement à Fourier. Alors Fourier est un exemple particulièrement intéressant parce que d'un côté, s'il y a un auteur transgressif, c'est bien Fourier, et d'un autre côté, évidemment, l'utopie fouriériste est une codification invraisemblablement contraignante de l'existence quotidienne, allant depuis la sexualité jusqu'à la satisfaction des besoins les plus élémentaires. Donc tous ces textes sont marqués par une très profonde ambivalence. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si en réalité le genre utopique n'est pas, j'allais dire neutre, hein, enfin n'est pas neutre, ou en tout cas n'est pas marqué d'incertitude du point de vue de l'antithèse, de l'antagonisme entre ce que, comme d'autres, par exemple Wallerstein, avec qui j'avais fait un séminaire sous ce thème il y a très longtemps à la Maison des Sciences de l'Homme, on appellera les trois idéologies de l'époque moderne. Hein. Est-ce que les utopies sont révolutionnaires? Est-ce qu'elles sont conservatrices? Est-ce qu'il y a des utopies conservatrices? Il y a certainement
des utopies libérales. Rosan-Vallon avait écrit un livre très intéressant il y a longtemps sur l'utopie, sur le marché comme utopie. Bon. Et d'une certaine façon, elles se mettent toutes en œuvre, et c'est plus que jamais le cas aujourd'hui, mais leurs lignes de démarcation ne sont pas toujours identifiables sur le moment ou après coup d'une façon complètement indiscutable. Bon, je m'excuse d'avoir été trop long et trop bavard. Pas du tout. Merci infiniment, Étienne Balibar. Donc, je regarde... Je reçois un email de la présidence qui nous dit que le bâtiment va se fermer à 18h45 aujourd'hui, donc je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'on occupera les lieux pour continuer notre séminaire intellectuel, théorique, etc. Mais bon. Donc, et je ne voudrais pas trop ajouter, parce qu'il y a déjà tellement à répondre. Laetitia, et j'aimerais aussi donner une occasion aux autres de participer. Mais, donc je vais essayer de dire quelque chose de 5 minutes, pas plus, ok? Simplement pour j'essaye. Qui fondamentalement reprennent ou coïncident avec la dernière question d'Étienne Balibar sur cette question de l'ambivalence du geste utopique. Ou de la transformation, peut-être, j'y viendrai, de la notion d'utopie dans ton travail vers une méthode d'évaluation d'action plutôt qu'un moyen d'évaluer le contenu des utopies. Bon, alors rapidement, très rapidement, la première chose que je pense qui est fondamentale ici, c'est que, et on va se tutoyer, ok, excuse-moi, que ta position en ce qui concerne l'histoire est une position théorique de la contingence de l'histoire. Okay. Alors ça, c'est fondamental. Et tu utilises ce terme contingence 2 fois dans 2 phrases qui sont clés à la page 31, où tu dis en d'autres termes, les utopies participent à rendre le présent sensible à son historicité, c'est-à-dire à le dévoiler comme résultat d'une pratique sociale contingente, et à le rendre par conséquent disponible comme lieu d'intervention politique. Et à la page 38, dans la dernière, dans la conclusion, là, où tu parles de l'activité utopique qui rappelle sa contingence, la contingence de l'histoire. Donc, alors, point de départ fondamentalement différent de beaucoup de travail sur l'utopie, qui d'habitude, la notion de contingence mènerait quelqu'un comme Foucault, par exemple, vers une généalogie. Hein, je veux dire, c'est souvent ça reflète une sensibilité foucaldienne, bien sûr, mais je pense que souvent, théoriquement, ça mène à une méthode généalogique fondamentalement différente des philosophies de l'histoire qui proviennent de Marx, fondamentalement, bien qu'il y ait, et ça c'est important, je pense, et ici il y a un chevauchement, un recoupement, bien qu'il y ait un même désir pour l'action. Hein, et ce désir pour l'action, il était... chez Marx et Engels, il n'y a pas de doute. Je veux dire, ce n'était pas une philosophie d'histoire pour être complaisante. C'était une philosophie pour l'action. Donc il y a en même temps une différence radicale sur l'histoire, mais une sensibilité un peu... Ok, alors ça, c'est fondamental. Alors, donc il faut se demander, est-ce qu'on y croit à cette contingence historique? Ok. Deuxièmement, ça mène au problème des petites utopies. Et ça, c'était un problème qu'on avait avec Martin Zard la dernière fois, la semaine dernière, cette notion de rejeter les petites utopies. Enfin, moi, j'aime pas ce mot, petites utopies, c'est un peu ridicule. C'est un peu comme ça, right? Mais c'est cette idée, est-ce que les utopies concrètes qu'on est en train d'étudier, Cooperation Jackson, est une petite utopie en contraste avec vraiment cette transformation du monde qui va avec une philosophie de l'histoire robuste.
Ok. Bon, et je comprends très bien que toi, tu veux rejeter même l'idée de petites utopies. Et en rejetant le fondement historique, tu veux remettre en cause cette notion de petit ou grand, de réel ou non réel. Mais pourtant, une fois qu'on a une conception de la contingence de l'histoire, eh bien, oui, peut-être que la transformation vers quelque chose comme la discipline, ou de la discipline à la biopolitique, ou de la biopolitique à quelque chose d'autre, ce sont des transformations hétérotopiques, peut-être, plus petites que la transformation fondamentale d'une société, comme prévu avant. Donc, contingence qui mène à la question de la taille, et finalement qui mène à la question, je crois, qui recoupe celle d'Étienne Balibar, qui a à faire avec le fait qu'il n'y a pas, en fin de compte, dans cet article, dans ton travail peut-être, un contenu d'utopié. Alors j'ai cherché, tu utilises le mot émancipatoire ou émancipation une fois à la page 29, progressiste une fois à la page 33, ce sont des mots qui reviennent un peu, je veux dire, c'est clair que ce que tu as en tête, ce sont de utopier le présent d'une manière émancipatrice ou d'une manière progressiste, donc c'est évident, mais ça pose la question de si finalement utopier devient une méthode d'encourager l'action, et comment est-ce qu'on pourrait distinguer cette méthode d'encourager l'action d'autres formes d'utopier le présent qui sont réactionnaires. Alors là, vraiment pour provoquer, vraiment à ce moment, est-ce qu'on pourrait imaginer que le 49.3 de Macron hier était une manière de produire de l'action, right, avec une vision je ne sais pas quoi, de maintenir un système des pensions sur un pied ferme ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on pourrait... mais comment donc distinguer, utopier le présent et de créer cette distinction de ces autres manières d'utopier qui sont entièrement réactionnaires peut-être. All right. Et comment évaluer donc les utopies? Alors bien sûr c'est notre projet dans ce séminaire d'évaluer les utopies concrètes, de regarder unionization des étudiants à Columbia ou les coopératives de travailleurs ou Cooperation Jackson, et on essaye d'une certaine manière de les mettre dans le laboratoire, de les décortiquer, de les critiquer, de les comprendre, mais comment est-ce qu'on fait ça avec simplement l'idée d'utopier le présent? Bon, presque. C'était assez rapide, excuse-moi, mais ça recoupe un peu, je pense, l'intervention d'Étienne Balibar. Bon, alors... Comment je m'en sors avec tout ça? Comment? Il y a beaucoup trop. Mais est-ce que je pourrais te demander d'intervenir pour 5 à 10 minutes pour qu'on ait au moins un instant pour... et excuse-nous pour un peu de conversation avec la salle avant d'être mise à la porte. On peut continuer la discussion en dehors de la salle après. Et on continuera certainement, je vous promets, on continuera après, oui. Grand merci. Je me sens un peu obligée de répondre partout et en même temps, dans 5 minutes, ça va être compliqué. Comment faire de manière... Sens-toi libre de dire ce que tu penses est le plus important, simplement. Ouais. Peut-être que recommencer par la fin de vos interventions pour revenir à des questions d'histoire de l'utopie à la fin, si on a le temps, et peut-être garder au fond ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, à savoir en quoi utopier le présent, ça va nous être utile, et en quoi ça peut, finalement, ça nous aide à agir aujourd'hui.
Donc déjà pour répondre à cette provocation, le 49.3 n'est pas une manière d'utopier le présent, soyons clairs, pour une raison simple, c'est que ça produit de la réaction, donc on fait quelque chose et on réagit, et pas, ça n'ouvre pas un espace de possibilités pour faire des choses. Mais derrière cette provocation, je pense que tu as raison, puisque ça me permet de spécifier justement ce que c'est finalement ce geste d'utopier qui, vous l'avez effectivement dit tous les deux de manière différente, finalement, en fait, je pense qu'il n'est pas intrinsèquement progressiste ou émancipateur. Et effectivement, moi, je le prends dans une tradition qui, quand même, est une tradition a priori émancipatrice quand on observe les utopies, mais en fait, si on s'en tient strictement à ce que j'entends, à savoir le geste d'utopier consiste à dire une seule chose, autre chose est possible, et à ouvrir en fait un espace, vraiment une différence entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il pourrait être de multiples manières. Et effectivement, rien ne garantit que les multiples autres manières soient meilleures que celles que nous avons aujourd'hui. Mais en même temps, s'il n'y a personne pour utopier le présent, utopier notre temps, on est juste convaincu que le monde tel qu'il est, c'est le monde tel qu'il est et qu'on ne peut pas faire autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je le dirais, et je pense que peut-être une manière aussi plus philosophique de résoudre, en tout cas d'essayer de résoudre cette affaire de comment finalement s'assurer que ça ne dérive pas. Je pense qu'on ne peut jamais s'assurer que ça ne dérive pas. Nous sommes d'accord. Effectivement, sur cette question-là, on ne peut jamais savoir à l'avance, mais en revanche, on peut aussi se demander, vous voyez, au fond, comment la question de l'aliénation, elle se rejoue sur la question du possible. C'est-à-dire que, vous savez, pendant longtemps, on a dit qu'on était aliéné quand on ne connaissait pas la vraie vie, ou quand on ne connaissait pas ce qu'on était vraiment, enfin, avec des présupposés essentialistes très forts, alors qu'en fait, moi j'aurais tendance à dire qu'on est aliéné vraiment, et c'est ce que dirait finalement quelqu'un comme Lefebvre ou Marcuse, qu'on est aliéné quand on n'a même pas connaissance du possible, quand on ne sait même pas qu'autre chose est possible, et d'une certaine manière, le geste d'utopier, il permet ça, il permet de manifester qu'il y a du possible. Et donc, encore une fois, ça ne présage en rien, et tu as raison aussi Bernard de dire qu'au fond ce qui m'intéresse c'est moins le contenu des utopies et le programme qu'elles proposent, parce que précisément je pense qu'elles ne le proposent pas comme un programme pour être appliqué, parce que sinon elles feraient un programme politique en fait, et elles ne feraient pas une société alternative, où elles ne construiraient pas des dispositifs qui sont en eux-mêmes ambivalents dans ce qu'ils proposent et dans ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre réellement à l'échelle d'une société. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment effectivement la méthode utopique. Et c'est ce qui intéresse aussi Fredric Jameson, c'est-à-dire qu'il nous dit ce qui compte, c'est vraiment vous voyez, cette capacité à nous faire prendre conscience que sans nous, rien ne va se passer. Et c'est peut-être aussi ça qui me permettra de répondre à finalement une question que j'ai pas explicitement posée dans ce que je vous ai présenté, c'est le rapport entre utopie et politique. Finalement, on pourrait presque dire que, alors je vais le dire de manière provocante aussi, un utopiste conséquent ne fait pas de politique. Un utopiste conséquent, il rend possible la politique. Il est la condition de toute politique transformatrice à l'échelle d'une société. Et donc ce serait peut-être une manière d'articuler les choses entre les petites utopies et les grandes utopies. En fait, ce serait pas de dire d'un côté, il y a ceux qui font ça de leur côté, et puis de l'autre côté, il y a les grands penseurs qui pensent la transformation de la société. Ce serait justement de trouver une manière d'articuler les deux en disant certains font des utopies et certains font de la politique. Et c'est pas tout à fait la même chose, puisque précisément, la politique, elle a vocation à pas se faire à une échelle petite. Elle n'a pas vocation à se faire dans des livres ou dans des communautés alternatives. Elle a vocation, je pense, à se faire à l'échelle de toute une société pour qu'à la fin, ce ne soit pas seulement 12 personnes, effectivement, qui profitent du bonheur ou simplement des fictions utopiques. Donc ça, ce serait peut-être une première chose à dire sur... Effectivement, il n'y a rien d'intrinsèquement progressiste dans le geste d'utopier. Ce qui compte, c'est... de rendre possible le possible, et ensuite de laisser la politique prendre place, finalement. Et vous voyez, dans cette idée de prendre place, c'est ce que dit bien aussi Jameson, au fond, ce qui est intéressant dans l'utopie, et je reviens à l'anecdote que je vous racontais avec mon étudiant, c'est vraiment l'espace qu'il y a entre l'île et le monde tel qu'il est. C'est ce qu'on peut faire de cet espace qui est ouvert, bien plus que comment on va essayer de réunir les deux. Parce que si on veut, en fait, que... le monde soit une utopie,
en fait, justement, là, je pense qu'on perd la nature du geste utopique, puisqu'on veut juste ramener le monde à une sorte d'unification, où du coup, on aurait un monde parfait. Or, s'il y a des utopies, c'est parce qu'on a un monde fondamentalement imparfait. Et vous vouliez ajouter quelque chose Non, j'ose pas trop, j'ai déjà beaucoup parlé, que peut-être d'autres gens ici. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites là, du point de vue même des questions que vous avez posées. En tout cas, il me semble que vous avez ouvert une autre possibilité. Bon. Et là, je ferai référence à vos derniers développements inspirés par Anders. Je ne sais pas si Anders emploie lui-même beaucoup la terminologie de l'utopie, je ne crois pas. Hein? Je sais pas. Non, bah du coup, c'est bon. Et alors, mais je suis très intéressé par le fait que vous vouliez annexer la perspective d'Anders à une façon de repenser et de relancer, je veux dire, l'idée de l'utopie. Pourquoi? Pour la raison que vous avez mise en pleine lumière et qui s'inscrit dans le titre même de l'ouvrage que vous avez cité, que vous avez apporté là, et que pour ma part je suis obligé d'avouer que je ne connaissais pas, mais ça n'a aucune importance, parce que ce qui est central, c'est la question du rapport entre l'action et l'économie, je dirais, de la violence. Bon, de ce point de vue, je pense que l'héritage, c'est pas l'héritage de Marx ou d'autres, c'est l'héritage de Max Weber. C'est-à-dire Max Weber dit, et c'est pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre façon de dire l'utopie n'a rien à voir avec la politique. L'utopie telle que vous la décrivez finalement a au contraire quelque chose d'essentiel à voir avec un problème que la politique ne peut pas éluder, et qu'elle ne doit pas éluder, qui est celui de son propre usage de la violence, ou des moyens dont elle dispose, pour se prémunir contre les conséquences de la violence dont elle doit elle-même se servir. Bon. Et là, c'est pour ça que Max Weber dit à la fin de la vocation du politique, celui qui veut faire de la politique et employer pour ça les moyens de l'État, de la force de l'État, etc., doit, comme pour déjeuner avec le diable, se munir d'une très longue cuillère. Mais celui qui veut changer l'ordre du monde doit se munir d'une cuillère encore plus longue, si j'ose dire, ou en tout cas se trouve confronté d'une autre façon encore plus fondamentale au même problème. C'est pourquoi il me semble qu'on peut tirer de ce que vous avez dit, et je me tais et je m'arrête, non pas l'idée que l'utopie n'a rien à voir avec la politique, mais au contraire l'idée que c'est dans le champ de l'utopie qu'une question toujours renaissante et jamais résolue de façon complètement satisfaisante se trouve placée au cœur de l'action et de son éthique propre. Je suis absolument... Garde, vous pouvez le garder. Il y en a un autre. Vous pouvez garder. Alors je reprends ce que j'ai dit pour qu'il n'y ait pas méprise. Je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire, Monsieur Balibar. Effectivement, la manière de poser cette idée que c'est dans le champ de l'utopie qu'en fait s'ouvre la question des moyens de la politique, ça je crois qu'on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est effectivement... justement ce que produit cet écart, puisqu'on doit faire de la politique et qu'on ne peut pas juste recopier les choses que nous montrent les utopies et qu'on ne peut pas espérer qu'elles se réalisent toutes seules. Il va forcément se poser la question des moyens pour faire les choses. Et je crois effectivement que l'œuvre d'Anders est traversée par cette grande question stratégique qui est comment on fait et comment on se mobilise. Et Anders, dans tout son travail... de manière différente, repose éternellement ces questions, que ce soit sur la question de reposer la manière de nommer notre époque, que ce soit sur cette question de la violence qui l'ouvre à la fin de sa vie. Quand il publie cet article que je vous ai lu, je crois qu'il meurt 3 années plus tard, donc imaginez, c'est un geste aussi radical d'ouvrir cette question dont il sait qu'elle va faire très polémique. Et le texte que je vous ai lu, qui s'appelle cette fable extraite de la catacombe de Molucci, comme je vous l'ai dit, c'est un roman d'Anders et ça me permet aussi de m'expliquer sur le statut effectivement qu'Anders a dans la tradition utopique et pourquoi je l'annexe comme vous le disiez, Monsieur Balibar. C'est parce que lui-même
n'est pas tout à fait d'accord avec lui-même. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, chez Anders, une profonde philosophie de l'histoire anti-utopiste, mais vraiment farouchement anti-utopiste, et parce que, justement, la question de l'utopie, pour Anders, elle est posée depuis l'héritage de Mannheim, de Tillich, et donc en fait l'utopie pour Anders, ça veut dire le messianisme, ça veut dire le futur, ça veut dire l'horizon, ça veut dire ce que moi aussi j'essaye de déconstruire comme étant l'utopie. Et donc on trouve chez Anders à la fois une philosophie de l'histoire et une philosophie de notre moment historique radicalement anti-utopique au sens où on l'entend classiquement, et en même temps, dans ce texte qu'est La Catacombe de la Mollussie, qui est effectivement un roman, donc on renoue avec ce geste d'écriture, cette pratique utopique qui est d'écrire des utopies, de produire des utopies, et du coup, dans ce texte-là, il y ait cette fable qui, effectivement, est le seul endroit, je crois, où Anders laisse entendre de manière aussi claire que être utopiste, c'est bien, pour le dire de manière un peu triviale. Je pense que c'est tout à fait lié, justement, à cette disjonction entre sa philosophie de l'histoire radicalement anti-utopique, au sens dont il en hérite lui aussi, et en même temps une pratique d'utopiste, une pratique d'écrivain qui fait ce roman, quand on le découvre, est absolument incroyable sur ce qu'il dit de l'époque et sur le moment où il se fabrique, et qui justement ouvre cette grande question stratégique, puisque c'était ça dont j'étais partie. Je vous invite vraiment à aller voir ce texte qui est improbable, mais qui, je pense, je ne veux pas vous spoiler la fin parce que ce serait absolument tragique, et en même temps la fin est, je crois, absolument indispensable pour notre époque et sur cette question stratégique. Donc allez le lire, ça sera un impératif stratégique. Et je finirai peut-être pour ne pas... Est-ce que on a encore un peu le temps, ou une minute? Une minute, oui. Oui. Et puis je vais voir s'il y a rapidement au moins une question de l'audience. Est-ce qu'il y a une question qui paraît indispensable à traiter? Allez, pauvres. Non, vas-y, une minute et puis... Alors, qu'est-ce qui serait... Excusez-moi, je réfléchis à ce qui est le plus indispensable en une minute, en termes d'urgence. Peut-être aussi quelque chose qui, à mon avis, serait important pour le programme à venir, pour le travail sur les utopies réelles et sur justement comment comment concrète aussi. Je pense qu'on va pas rouvrir le débat. Donc sur les utopies, peu importe la nature de ces utopies, qui est une question qui a été finalement assez peu posée, c'est de faire vraiment une théorie, comme vous l'avez dit au début, matérialiste des utopies, mais du point de vue vraiment de d'où ça vient. C'est-à-dire que les utopies ne viennent pas nulle part. Vous voyez, parfois on a un peu le sentiment que il y a des utopies. Voilà, elles sont dans le monde et puis il faut aller les voir et voir ce qu'on en fait. Mais en réalité, justement, si on est quand même des matérialistes un peu conséquents, on sait très bien que les choses ne tombent pas du ciel, qu'elles arrivent pour de très bonnes raisons. Et justement, dans un dialogue qu'il y a entre Erik Olin Wright et donc sur les utopies réelles et Michael Burawoy qui répond en fait à la démarche d'Olin Wright d'aller chercher ce qu'il appelle les utopies réelles, Burawoy lui dit il faut qu'on comprenne d'où elles viennent ces utopies. Et il faut essayer de les lier à des logiques réelles du monde et essayer justement de savoir pourquoi on a plutôt des livres d'utopistes, pourquoi on a plutôt des communautés alternatives, pourquoi on a plutôt des espaces occupés, pourquoi on a plutôt des mouvements de jeunesse qui ressemblent à des lieux à des communautés de vie nouvelle. Enfin, vous voyez, c'est cette idée de au fait, comment on fait cet inventaire, pas seulement vous voyez comme un inventaire à faire pour regarder une sorte de cartographie des possibles, mais aussi pour se demander ce qu'elle manifeste de notre société. Et c'était un peu aussi le sens des premiers travaux que j'avais fait en master, d'essayer de réfléchir à comment justement on se sert des utopies pour aussi voir les lieux de contradiction stratégique de notre époque. Et justement, si vous lisez ce texte que fait Michael Burawoy, il essaye de lier ça en fait à une lecture de Polanyi, et il nous dit en fait les utopies sont des réactions contre les mouvements de marchandisation du monde. Et donc en fait, il essaye de suggérer une manière comment je vous vois, je le dis de manière absolument schématique, mais de dire en tout cas que l'un des enjeux, c'est de comprendre effectivement comment ça se fabrique et qu'est-ce que ça manifeste comme lieu de contradiction. Et donc si on sait où sont les contradictions, on sait aussi où commencent les stratégies pour élargir ces contradictions, et ce serait peut-être une manière de réconcilier les marxistes et les utopistes pour finir. Ok, parfait. Merci infiniment. Donc, on va prendre deux
question rapide. Margot Bruyère, d'abord. Mais il faut parler là-dedans. Ouais. Pardon. Ça va pas s'entendre. Sinon, elle n'entendrait pas la caméra. Et du coup, ils n'entendront pas non plus sur Zoom. Mais vas-y, parle fort. D'accord. Alors, ça marche pas? Ah d'accord, ok. Je reprenais les digressions de Monsieur Balibar. La question de l'histoire qui me semblait quand même complexe dans ce que vous disiez. Comme si c'était... puis ça faisait la suite avec l'introduction de Bernard sur passé, présent, futur. Et je trouve que l'histoire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand on pense à Benjamin, et quand on pense à Marx, il y a plutôt une notion d'épaisseur. Après, mon problème, moi, c'est que je lis toujours les choses avec un peu trop d'affect, donc j'ai tendance à donner des perceptions plutôt que des choses très précises. Mais je pensais au texte sur les utopies dégénérées de Louis Marin sur Disneyland, qui parle justement, vous parliez des déplacements, et c'est un texte vraiment très complexe et très intéressant, justement, qui parle de tout ce qui est signe, qui en fait ne fait que se reproduire. Qu'est-ce que c'est qu'un déplacement qui n'opère que pour son propre déplacement, sans pour autant déplacer quoi que ce soit. Et donc j'avais écrit un commentaire sur ce texte-là, Louis Marin, et j'avais récupéré un texte de Miguel Abinsour dans la communauté politique des Toussaints, qui ouvre un peu cette question de l'histoire. Et ça disait: la tâche du nouvel esprit utopique face à la dialectique de l'émancipation consiste à purger l'utopie de la mythologie qui la menace, non pour proclamer la fin de l'utopie, mais pour préserver l'utopie des germes internes de régression qui la mettent en péril. Autonomie du nouvel esprit utopique qu'il conquiert tant à l'égard de Marx, mise à distance de l'affirmation que l'énigme de l'histoire serait enfin résolue, qu'à l'égard des grandes utopies dogmatiques. Grâce au tracé de cette double distance, il s'agit de rendre à l'utopie sa faculté de jeu précisément avec l'énigme de l'histoire, soit qu'elle découvre ce qu'il reste de l'inexplicable, soit qu'elle fasse de la problématicité son séjour. Et ça me pose 3 questions. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose ? C'est quoi faire ? C'est quand même une grosse question, mais c'est rien d'évident. Est-ce que écrire, c'est faire ? Est-ce que quand on écrit tout le temps, est-ce que c'est vraiment faire ? Surtout que, après, quand on parle d'épaisseur historique, je pense que l'écrit a toute sa dimension, c'est-à-dire des pages qui s'accumulent et qui font une épaisseur et qui sont une vraie matière, pour le coup. Ça fait aussi le lien avec la question de la fiction, peut-être la mythologie, même si la mythologie et la fiction, c'est pas exactement la même chose, mais... Bon, je sais pas si je suis très claire, désolée, mais le déplacement, c'est aussi ça, et ça devrait être ça. C'est ça qui n'est pas une utopie dégénérée, c'est une fiction. C'est quand est-ce que le peuple devient fiction, quand est-ce qu'on ouvre à une possibilité d'action, de pensée, parce que la pensée aussi, c'est une action en tant que telle. Et à quoi je pensais d'autre ? Ah oui, au fait que Marx, ça je savais pas du tout que Marx avait dit qu'il n'était pas du tout dans l'utopie, que Marx n'était pas du tout dans l'utopie. Je trouve ça questionnable aussi à partir du moment où quelqu'un dit je fais pas d'utopie. Est-ce que Marx n'est pas dans l'utopie ? Je suis pas certaine. Et voilà. On n'est pas déjà enfermé là ? Peut-être. C'est quand même assez incroyable. On est dans un bâtiment. Merci. Oui. J'ai en fait 2 questions. La première, concernant l'opposition qui structure votre exposé, et notamment celle justement entre une tradition utopique pratique, qui pratique l'utopie comme dans le verbe de l'utopie, et l'idée d'une utopie liée par contre à l'eschatologie. Vous venez de dire que votre travail, c'est la dernière phrase que vous avez prononcée, essaye de faire dialoguer la tradition des utopies et les marxistes. Et effectivement, lorsqu'on adopte ce genre de position, on a l'impression qu'on met de côté tout un tas d'exemples, d'expériences. Étienne Balibar s'est référé au zapatisme, mais on pourrait penser à la théologie de la libération et le cura Pérez. Est-ce qu'il ne faisait rien lorsqu'il conduisait la lutte armée en Colombie pendant 20 ans ? On pourrait penser à la spiritualité politique, exemple inverse, dont parlait par exemple Foucault dans le cas de l'Iran. Là, c'est devenu une dystopie, justement. On pourrait penser aussi à la vocation presque sacrificielle des activistes climatiques
qui se sacrifient aujourd'hui dans les actions spectaculaires qui conduisent souvent à leur arrestation, et qui est clairement animé par une vocation quasi religieuse, qui n'est pas eschatologique. Mais voilà, enfin, je me demande à quel point cette approche est valable. Et ça nous conduit au deuxième problème, qui est celui, je reprends l'expression antifoucaldienne utilisée par Habermas, du fondement normatif de votre conception de l'utopie. C'est-à-dire, sur la base de ce que vous dites, je me demande comment peut-on distinguer l'utopie, l'utopié, du dystopié, justement. Le 49.3 n'est pas utopié, c'est peut-être dystopié, le présent. Comment peut-on distinguer ces deux approches avec votre méthodologie? Merci. Napoléon, on s'avance et puis on voit. Maître Althusser était fanatique de cette formule qui fait froid dans le dos quand on y réfléchit. On s'avance et puis on voit. Répète. Hein? Tu dis Non, c'était une phrase qui est attribuée à Bonaparte. Tu sais qu'on attribue beaucoup de phrases à Bonaparte. On s'avance et puis on voit, mais on voit bien ce que ça veut dire du point de vue de la stratégie. Ça veut dire que tant que tu n'es pas entré dans le champ de bataille, tu ne sais pas qui tu as en face de toi, tu ne sais pas quel est le rapport des forces, tu ne sais pas en quoi consiste le terrain, etc., etc. Bon. Mais on peut faire une généralisation de cette formule, et je crois que ça comporte une leçon très juste, hein, et qui va tout à fait dans le sens de votre critique de l'idée d'attente, hein, ou d'horizon d'attente, sauf que vous la prenez vraiment dans le sens le plus passif possible, le plus contemplatif possible, et qu'on pourrait objecter à ça. Mais il est certain que celui qui n'agit pas ou qui ne s'engage pas, comme disait l'autre, ne voit rien, hein, et par conséquent, il ne sait pas en réalité quels sont ses objectifs. Oui, vas-y. On continue jusqu'à ce qu'ils nous mettent à la porte. Ah bon? J'aime bien Donc, cette... Ils vont venir nous mettre à la porte. Je suis tout à fait pour. Ce dont j'ai peur, c'est qu'ils Y a baissent le personne. rideau de fer. Je suis tout à fait pour qu'on se laisse expulser et qu'on puisse ensuite faire quelque chose. On passe la nuit ici, je t'avoue que j'ai pas envie. Hein. Non, pas la nuit, mais après on trouvera un moyen de sortir. Je reprends dans le sens inverse des questions, mais peut-être pour recommencer sur la question de l'utopie et de la dystopie. Effectivement, c'est une excellente question, et à mon avis, ça fait aussi partie du problème que j'essaye de résoudre, puisque aujourd'hui on nous dit « Ah oui, mais regardez, on n'a que des dystopies ». Donc du coup... c'est pas génial d'avoir que des dystopies. Mais en fait, ce que j'essaye justement de montrer, c'est que il faut voir ce qu'on appelle dystopie aussi, et comment on reçoit ce que font ces dystopies, puisque si vous prenez justement la question de la dystopie au sens strict du mot, à savoir ces textes littéraires qui produisent des apocalypses, qui nous montrent des mondes apocalyptiques, qui fabriquent, qui nous montrent un avenir absolument terrifiant et qui exagèrent en fait toutes les tendances de notre présent, et qu'il faut à mon avis aussi distinguer de ce qu'on appelle la science-fiction. Enfin, ça c'est des questions que Jameson reprend, mais admettons que la dystopie c'est bien exagérer les tendances du présent pour nous montrer ce qu'il y a de pire en lui. Et donc quand une dystopie fait ça, quand un écrivain écrit une dystopie, c'est pas du tout pour nous dire le monde va mal finir. C'est pour justement extrapoler ce qui est en train de se jouer, et donc du coup nous mettre en garde si on ne fait rien. Donc ce serait une manière de dire les dystopies, ce ne sont pas le signe que ça va mal se passer, c'est au contraire la forme que prennent les utopies dans notre époque, qui est une époque de catastrophe. Et effectivement, aujourd'hui, il y a peu de chances qu'on ait un texte comme l'utopie de Thomas More qui naisse précisément parce que les conditions ne sont plus les mêmes, parce que les imaginaires ne sont plus les mêmes, parce que les problèmes qui se posent ne sont plus les mêmes. Enfin, on pourrait faire la longue liste qui rendrait impossible un récit comme l'utopie aujourd'hui, mais en revanche, il est vrai qu'on a beaucoup de dystopies. Et c'est ça qui doit nous interroger, c'est comment on les reçoit. Et si on les reçoit justement comme des alertes et pas comme des prévisions, c'est en tout cas ce que je défends, et ce que d'autres théoriciens de la littérature essayent de défendre aussi, alors il n'y a pas besoin de distinguer en fait, il y a juste besoin de comprendre ce qu'elles font. Ça vous convainc à moitié, mais on en discute après, du coup. On continue. On continue après, Okay. ça marche.
Et sur votre deuxième question, qui était au fond la dimension presque parfois sacrificielle d'une action, donc finalement que au fond on n'agit jamais plus que quand on est motivé par une sorte d'élan, alors je sais pas si il faudrait l'appeler théologique, si ça vous... Alors, deux choses. Donc, sur la question de est-ce qu'on n'agit pas aussi justement en étant pris dans effectivement ces postures un peu sacrificielles. Anders en est un exemple aussi, c'est-à-dire que qui s'est plus sacrifié de cette manière que Anders. Et c'est justement une question qu'on lui pose, un dialogue qu'il a avec Jonas, où justement il discute au sujet de ce qui reste de théologique dans son engagement politique et dans pourquoi il a besoin de ça. Et Anders lui répond cette chose que je trouve très parlante pour nous. Il dit en fait, si je garde l'élément théologique, c'est parce que je suis aussi obligée d'admettre qu'il fait agir. Et donc, effectivement, Anders nous dit il n'y a rien de plus efficace malgré tout que de dire aux gens sacrifiez-vous, ou vous êtes le Messie, ou ça va arriver. Mais vous comprenez pourquoi moi je trouve que c'est intéressant, c'est parce que c'est pas la même chose de dire en connaissance de cause je mobilise un discours de nature eschatologique, théologique, parce qu'en fait c'est une forme spécifique qui produit une effectivité, c'est presque une manière pragmatique de poser le problème au sens de ça produit des effets, que de dire je souscris au grand récit de l'eschatologie qui va donc m'inscrire dans une forme d'attente. Et donc ce serait deux manières différentes de se référer à cet arrière-fond eschatologique. C'est est-ce que c'est au fond une sorte de ressource qu'on garde, et Anders lui-même est pris dedans, puisqu'il nous dit il faut sortir de cette matrice, et en même temps il nous parle de temps de la fin, d'apocalypse en apocalypse, d'apocalypticien prophylactique. Donc toute sa grammaire en fait est une grammaire théologique, mais qui en même temps ne veut pas l'être. Donc effectivement c'est une contradiction que je n'ai pas résolu moi-même et que j'essaye de travailler, mais qui me semble effectivement tout à fait essentiel pour nous, et qui rejoint donc le problème que effectivement j'ai mis en valeur en le caricaturant un peu, à savoir la question du courage et de l'espoir. Et je pense que derrière le travail d'Anders, ce qu'il y a en fait, c'est une sorte de réflexion qui pose les prémices d'une autre manière d'espérer. C'est-à-dire que pas finalement une manière d'espérer qui soit justement d'abord un excès à une forme d'action, en tout cas on ne commence pas par espérer pour espérer agir ensuite. Ce serait plutôt on commence par agir, et depuis une forme d'action peut se construire une forme d'espoir. Je vous avoue que c'est effectivement encore à résoudre cette affaire, et je ne suis pas non plus certaine de moi-même être absolument au clair sur cet enjeu, mais je pense que c'était si j'ai fait ce travail, c'est justement parce que j'ai le sentiment que ça permet de provoquer ces discussions, et qu'elles sont importantes pour nous aujourd'hui quand il s'agit de se mobiliser. Est-ce que j'ai le temps encore pour l'autre question ? 1 minute pour. Et pour l'autre question, sur la question de l'histoire, ça me permet aussi de répondre à ce que je n'ai pas répondu tout à l'heure au sujet de Benjamin, Bloch, Adorno. C'est pas fondamental de répondre. Non, mais parce que je crois que pour le coup c'est important, parce que peut-être que je me suis mal expliquée, et que justement ce que je trouve intéressant dans l'héritage de Bloch, Benjamin, Adorno, c'est que justement eux aussi ils sont pris dans ces contradictions, et que c'était pas du tout une manière pour moi dans l'article de dire ils sont pris dans ce schéma historiciste, et donc en fait il faut les critiquer, et ils auraient pas été à la hauteur de l'utopie. Au contraire, en fait, cette accumulation que vous avez mentionnée quand je dis ils sont en insurrection contre l'histoire, ils veulent interrompre le cours de l'histoire. Enfin, il y a toute une série comme ça de phrases effectivement qui sont très proches dans leurs travaux. En fait, c'est leur manière. C'est-à-dire que Benjamin veut l'interrompre et Bloch veut l'excéder, veut le déborder. Absolument. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas du tout. Je suis d'accord que c'est pas du tout la même chose. Mais ce que je voulais justement montrer à ce moment-là, c'était que même en ne faisant pas la même chose, ils cherchaient la même chose, à savoir produire de la différence dans l'histoire, en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends. Et donc il y avait cette dimension de, en fait, l'histoire, effectivement, faut pas la comprendre, enfin, faut pas, comment dire, spontanément poser ça comme un problème. Au contraire, on peut faire plein de choses avec l'histoire. Mais la question, c'est comment, en fait, on réfléchit l'histoire sans finir par croire que l'histoire est en train de se faire. Je crois que c'est ça, au fond, mon problème. Vous voyez, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé ma thèse. Au début, j'étais absolument obsédée par les questions de philosophie de l'histoire. Et après, j'ai compris que c'était ça le problème. Puis maintenant, je suis en train d'essayer de... alors ça serait, et ça reviendrait à ce que tu disais tout à l'heure sur la question de la contingence. Je pense qu'on vit dans l'histoire, c'est absolument certain. Mais on vit dans une histoire contingente.
Et donc, une fois qu'on admet que cette histoire est contingente, effectivement, comment on l'oriente dans un sens ou dans l'autre et depuis quel motif. Et ça, effectivement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure et je serais d'accord aussi sur ce que tu citais d'Abensour, sur cette question de purger la mythologie de l'utopie, essayer de renouer aussi avec justement ce qu'il appelle le nouvel esprit de l'utopie. C'est finalement aussi assez proche ou c'est un geste assez similaire à celui que j'essaye de faire, à savoir comment en fait aller mobiliser toutes les armes qui aujourd'hui nous sont utiles pour réfléchir à la question de l'action et pour agir. Et c'est ce qu'a fait Abensour, et c'est ce qu'a fait Pierre Macheret, dont vous avez mentionné le livre tout à l'heure, M. Balibar, et c'est ce que, d'une certaine manière, j'essaye de faire aussi, c'est finalement de reposer les questions depuis le début et de se dire que dans cette époque où on est quand même particulièrement démunis face à ce qui nous arrive, comment aller chercher toutes les armes possibles pour ne plus l'être et comment essayer de se défaire de tout ce qui nous empêche en fait. Et en fait, en discutant ce soir, je me rends compte que au fond, c'est pas tant ce qui nous fait agir qui m'intéresse, mais plutôt ce qui nous fait ne pas agir. Et donc, je conclurai là-dessus. Ok, formidable. Alors, merci. Non, alors, je pense sur ce dernier point, ce qui est tellement productif avec ton intervention et ton article, c'est de rajouter la relation au présent qui nous manque un peu dans ce séminaire Utopie 1313, puisque l'Utopie 1313, le séminaire a été présenté comme l'histoire du futur. Il manquait donc ce présent, le présent qui crée. Enfin, l'idée, c'était qui crée l'histoire contemporaine de nos ambitions concrète, utopique, mais donc c'était très, très utile de se pencher sur cette question d'utopier le présent. Alors rapidement, je voulais remercier Anthony Foussard, un utopiste, pour tout son aide avec l'audiovisuel, Fonda Chen, aussi une utopiste à New York, pour toute son aide d'organisation. Et vous remercier tous d'être ici, et remercier Étienne Balibar et Laetitia Ries pour ce séminaire stimulant, provoquant et qu'on va continuer dans les moments qui nous restent quand on sort de ce bâtiment, si on arrive à s'en sortir. Et je vous invite à nous joindre la prochaine fois pour Utopia 12-13. On sera de retour à New York. C'est le 12 avril ça va être sur Utopia et Cosmopolitanism. Avec Sheila Ben-Habib qui va présenter son travail sur le cosmopolitanisme d'un point de vue utopique, avec Bob Gooding-Williams, Karuna Mantena et Kendall Thomas qui vont intervenir en répondant à Sheila Ben-Habib. Donc, le 12 avril, je vous invite à venir participer. Et encore une fois, merci infiniment à Laetitia et Étienne. Merci à toi pour cette invitation. De rien.